Alors, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et merci de votre présence en distanciel également. Donc là, normalement, vous devriez nous entendre en distanciel. J'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à utiliser le chat si ça n'est pas le cas. Donc voilà. On est ravis de vous accueillir pour cette première conférence du cycle sur l'intensification urbaine. Je vais avant toute chose laisser le micro à Monsieur Yvan Rigolet, qui est directeur du campus ESPI Marseille, pour qu'il puisse faire un mot d'accueil. Et on enchaînera ensuite avec les présentations du jour. Merci encore à toutes et tous. Bonsoir, écoutez, bienvenue pour ceux qui sont en physique et bonjour à ceux qui nous suivent effectivement en distanciel. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir et surtout d'avoir ce premier numéro. Il y en a 4 sur Donc, c'est une séquence-là, je trouve ça très intéressant, qui va nous permettre aussi d'évoluer dans des réflexions. Donc, je vais remercier évidemment l'équipe d'enseignants-chercheurs de l'ESPI Marseille, parce que je mesure combien c'est un travail long et fastidieux pour un résultat qui va être très agréable. Donc voilà, je remercie évidemment les personnes qui sont présentes ici autour de la table. Alors, je vais vous passer le micro pour que tout le monde vous entende, évidemment, sur son distanciel. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie Girard, je suis enseignante-chercheuse à l'ESPI également, mais à Lille. Donc, je suis venue prendre le soleil aujourd'hui et participer à cette conférence d'ouverture. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Bonjour à tous, David Didier, vice-président de la métropole, en charge du logement notamment, et adjoint au maire de Salon-de-Provence. Et bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Mathilde Mignot, je suis docteur en géographie et je suis enseignante-chercheuse en géographie et urbanisme à l'ESPI Marseille. Bonjour, Vincent Bouchier, je suis directeur prosecute et conseil de développement au sein de la direction générale des services à la métropole de Marseille, France. Merci Yvan pour cette présentation et merci de nous accueillir dans ces locaux. Alors, on y est depuis quand même pas mal de temps, mais d'accueillir nos collègues pour ce type de conférence. Alors, effectivement, c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle sur l'intensification urbaine que nous avons donc pensé à plusieurs voies, notamment avec tous les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses de Marseille. Je remercie évidemment pour leur soutien et leur aide dans le cadre de ces événements. Il y aura donc 4 autres conférences. Ici, on est sur la première. La prochaine, comme ça nous permet de bloquer la date dans vos calendriers, aura lieu le 30 mai prochain sur le même créneau, 17h30, 19h. Et donc, l'objectif de ces conférences, c'était vraiment d'initier un dialogue entre l'aspect scientifique, qui est représenté, vous l'aurez compris, je pense, par l'ESPI 2R, notamment notre laboratoire de recherche, et des acteurs institutionnels représentés aujourd'hui, et on vous remercie évidemment chaleureusement pour ça, par M. Fouchier et la métropole Aix-Marseille-Provence, pour évoquer ensemble des problématiques territoriales contemporaines qui peuvent intéresser le secteur immobilier, bien sûr, puisque l'ESPI est l'École supérieure des professions immobilières, et également le secteur immobilier au sens large, donc tout ce qui va concerner l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Et pour ce premier cycle, on a donc pensé à formuler en fait nos réflexions autour de la question de l'intensification urbaine, qui, nous allons le voir à travers ces premières présentations, constitue justement un enjeu majeur du territoire contemporain. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps et je vais céder la parole à M. Itier, donc vice-président de la métropole délégué au logement, à l'habitat, à la lutte contre l'habitat indigne et adjoint au maire de Salon-de-Provence et docteur en droit. Voilà. On le précise aussi pour nos collègues juristes qui sont en distanciel, ça va les intéresser. Donc, merci beaucoup pour votre présence et je vous cède la parole tout de suite. Merci beaucoup et merci de m'avoir proposé d'intervenir en ouverture. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester tout au long de la conférence, mais il a fallu partager la soirée en deux, puisqu'il y a dans un même périmètre 2 grands événements ce soir autour des sujets immobiliers. Le vôtre est plutôt un échange autour d'une réflexion sur l'intensification, et il y a à côté une grande réunion de tous les acteurs de l'immobilier sur la crise qui est en cours. Et il voulait aussi le témoignage du vice-président de la métropole. Ça m'oblige à me couper en deux ce soir et donc à faire l'ouverture avec vous et de les rejoindre de leur côté pour la suite et la clôture de leur événement. Merci d'abord pour l'organisation de ce cycle de conférences.
pour lequel la métropole est en étroit partenariat avec vous. Ce qui est absolument important pour nous, pour la présidente Martine Vassal, pour moi-même, pour Vincent Fouchier également, puisque dans toutes les politiques publiques que nous portons à la métropole, nous avons besoin à la fois de croiser les regards des praticiens, des élus que nous pouvons être avec ceux des chercheurs et avec des écoles comme celle de l'ESPI, et puis nous avons besoin de prendre des temps aussi pour partager des réflexions et essayer de regarder la réalité du monde d'aujourd'hui et les difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc, la métropole sera présente tout au long du cycle de conférences, notamment ce soir avec la présence de Vincent Fouchier, qui, vous le verrez, maîtrise parfaitement tous ces sujets, notamment celui de l'intensification. Moi, sur ces quelques mots, je ne veux pas faire la promotion de la métropole, je veux plutôt vous partager mes réflexions et peut-être jeter quelques idées ou quelques constats qui pourront servir tout au long de ce cycle de conférences. Même si aujourd'hui la métropole est une institution qui se structure, qui s'organise sur tous ces sujets d'habitat, de logement, d'occupation, d'aménagement du territoire, donc je n'y reviendrai pas dessus. Je préfère vous partager quelques réflexions, et notamment les réflexions du vice-président à l'habitat. La métropole, c'est 1,8 million d'habitants, c'est 92 communes dans un territoire qui concentre un peu toutes les difficultés en matière de logement, y compris de production, évidemment, de logement, dans une crise qui nous dépasse et qui est aujourd'hui une crise nationale, mais qui résonne tout particulièrement ici dans ce territoire. Le constat que nous faisons, nous, à la métropole, dans notre travail, dans nos réflexions, c'est de dire qu'aujourd'hui, évidemment, il nous faut loger nos concitoyens. Et pour loger nos concitoyens, c'est bête de le dire, mais il faut se repartager les fondements, il faut produire du logement. On ne peut pas loger nos concitoyens dans le seul parc existant. Je vous partage juste quelques chiffres qui moi-même m'ont surpris quand j'ai pris la délégation que m'a confiée la présidente. Mais aujourd'hui, on regarde des évolutions sociétales, on regarde des évolutions des modes de vie, même s'il n'y a pas de croissance démographique particulière dans ce territoire, même à population constante, nous avons besoin de plus de logements. Pourquoi? Parce que nous assistons à des phénomènes sociologiques, notamment de décohabitation des ménages, le fait que les habitants vivent de plus en plus vieux dans leur logement, tout ça nécessite de produire du logement pour permettre aux habitants qui sont déjà là aujourd'hui d'être logés correctement. Donc il nous faut loger nos concitoyens et donc il faut produire du logement pour leur permettre de se loger et d'habiter correctement. Pourtant, aujourd'hui, nous n'y arrivons plus. Nous n'arrivons plus à produire les logements dont nous avons besoin. Nous estimons que sur la métropole, c'est ce que nous avons voté dans notre programme local pour l'habitat il y a quelques jours maintenant, parce que la métropole dispose de ce document de planification en matière d'habitat. Il nous faut produire en moyenne 11 000 logements par an sur le territoire métropolitain, et on estime, pour répondre aux besoins, donc quasiment 45% en logements sociaux. Quand on dit qu'il faut produire aujourd'hui 11 000 logements par an sur le territoire métropolitain dans les 6 ans qui viennent, aujourd'hui on n'est pas à 11 000. On a petit à petit vu la courbe s'affaisser, on est plutôt aujourd'hui sur une production de 7 000 logements par an, donc il y a quand même un gap assez important entre le besoin qui est le nôtre et la réalité de ce que nous arrivons à produire. Pourquoi on n'y arrive plus? Je partage la vision de l'élu et je me fais le porte-parole des élus qui siègent à la métropole. On n'arrive plus à produire du logement et on n'arrive plus à aménager le territoire pour produire du logement. Désolé de vous le dire de manière cash, vous partagez ce sentiment, mais parce qu'il y a cette impression dans nos maires et dans nos élus qu'aujourd'hui, produire du logement, c'est peut-être loger ses concitoyens, mais c'est pour l'élu, ça tirait beaucoup d'emmerdes. Pardon de le dire comme ça, mais je pense que dans ces lieux, il faut aussi qu'on se dise les choses. Produire du logement, c'est avoir un peu plus d'habitants, et c'est donc sans doute un besoin de services publics supplémentaires. C'est peut-être agrandir une école, c'est peut-être une crèche, c'est peut-être des routes à devoir construire. Malgré les financements publics qui sont en baisse, aujourd'hui, le maire, quand il produit, il n'a plus le retour sur investissement avec un retour sur la taxe d'habitation, elle n'existe plus. Il a un retour sur le foncier, mais ça ne vient pas compenser les besoins de services publics qu'il peut avoir. Aujourd'hui, produire du logement, aménager les territoires, c'est des contestations permanentes des riverains, des habitants, qui n'ont qu'un rêve, c'est que rien ne bouge autour d'eux. Les habitants viennent nous voir en nous disant « je ne me loge pas, je n'arrive pas à être logé correctement, mon fils ne peut pas rester dans la commune parce qu'il ne trouve pas de logement ». Mais si à côté d'eux, il y a un programme immobilier qui sort, c'est les premiers à faire un recours et à venir se plaindre que le programme est sorti. C'est pour les maires, ça tirait beaucoup d'emmerdes, pardon de le redire comme ça, avec cette impression de ne pas maîtriser ce qu'on appelle la politique de peuplement. Demain, quand il y a des nouveaux logements sur la commune,
Le maire, il veut savoir qui va venir habiter. Et notamment en matière de production de logements sociaux, les maires s'inquiètent des attributions de logements sociaux en lien de ce sentiment. Je produis du logement. Je fais face à une population qui n'est pas toujours favorable à produire du logement, mais en plus de ça, ils viennent me voir après que le logement a été produit en me disant ben, ça n'a même pas servi au petit village, ça n'a même pas servi au petit commune, ça a servi à des gens qui sont venus d'ailleurs. Pour le maire, quand il produit du logement, c'est ce sentiment quand même de s'attirer plus d'ennuis et de difficultés que de régler des problèmes de ses concitoyens. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on produit et pour signer des permis de construire, un maire il doit se rassurer, notamment sur des enjeux financiers et sur des enjeux de peuplement. Je vous partage cette première difficulté parce qu'il s'ajoute à cette première difficulté des élus locaux sur la production de logements et sur l'aménagement du territoire. Une deuxième, c'est que les règles aujourd'hui s'accumulent et s'empilent, quelle que soit leur bonne raison d'exister. Zéro artificialisation nette, des questions sur des modes de déplacement, des questions sur la préservation des terres. Il y a un ensemble de tout un corpus législatif et réglementaire qui aujourd'hui rend plus difficile la production de logements et l'aménagement du territoire. Ça ne veut pas dire que ces règles ne sont pas bonnes, c'est même pas l'intérêt du débat. On peut se questionner, est-ce que le ZAN, c'est bien ou c'est pas bien, zéro artificialisation nette, mais peu importe, ça existe. Ce sont des règles qui viennent en plus et qui viennent rajouter des contraintes dans l'aménagement du territoire et dans la production. Et donc, on a un ensemble de difficultés qui justifient et qui expliquent aussi pourquoi aujourd'hui on a du mal à produire suffisamment de logements. Le sentiment qui est le mien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une crise de la planification. Aujourd'hui, on ne sait plus planifier l'aménagement du territoire de demain. On a beaucoup de difficultés à dire où est-ce qu'on est en capacité de produire, comment demain on va produire du service public, du foncier pour des entreprises, des logements. On a du mal aujourd'hui à faire tout ça. Ce qu'on faisait précédemment de manière très simple, on ouvrait des ZAC, on ouvrait des espaces à construction, on identifiait des nouveaux quartiers, puis après des éco-quartiers, on créait des villes nouvelles. Mais tout ça, aujourd'hui, on est dans un ensemble de difficultés et de contraintes qui font que ces solutions n'existent plus. Quelles sont les solutions donc, pour répondre à ce défi? On a des besoins, il faut notamment produire du logement, mais on a des contraintes qui empêchent de le produire à la hauteur des besoins qui sont les nôtres. Moi, le sentiment qui est le mien et la réflexion que je veux partager principalement avec vous en ouverture de ce cycle de conférences, c'est de vous dire que je pense qu'en fait, on doit changer de modèle de production de logement. La clé, elle est dans la bascule d'un modèle qui était celui du modèle d'hier, dans la production de logement et dans l'aménagement de son territoire dans l'ensemble, vers un nouveau modèle de production qui intègre les contraintes d'aujourd'hui. Il faut passer d'un modèle qui était sans doute extensif, où on pouvait pousser les limites de nos villes, où on pouvait toujours les agrandir, où on pouvait utiliser des terres et sans se poser trop de questions, notamment sur des mixités d'usage, sur toutes ces contraintes que j'évoquais tout à l'heure. Il faut qu'on passe de ce modèle extensif vers un nouveau modèle, que vous appellerez peut-être dans le cadre de ces conférences et dans ce cycle-là un modèle intensif, mais que moi j'appellerais peut-être un modèle complexe. Le modèle finalement extensif d'avant, c'était un modèle plutôt facile. Alors évidemment, tous ceux qui ont produit du logement, qui ont produit des zones, jusqu'à présent me diront mais c'était pas simple non plus, c'était pas si facile que ça. Mais en tout cas, le modèle d'aujourd'hui, le modèle de demain, celui qu'on doit construire tous ensemble et qu'on doit imaginer tous ensemble ici, c'est un modèle qui est beaucoup plus complexe qu'avant, qui doit en tout cas tenir compte des complexités d'aujourd'hui. Et c'est le message que j'essaie de faire passer en permanence et que je vais faire passer dans quelques minutes face à l'Observatoire immobilier de Provence et à tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, on peut débattre sans fin des complexités du monde aujourd'hui. On peut débattre sans fin du ZAN. On peut débattre sans fin du fait que les habitants aient vécu mieux dans leur logement. On peut débattre sans fin du fait que est-ce que c'est bien que les familles décohabitent. Mais tout ça, c'est des complexités d'aujourd'hui. Donc, soit à un moment, on les admet et on décide de se dire ça fait partie des paramètres d'aujourd'hui. Et il faut qu'on pense à un modèle de production qui tient compte de ces complexités-là, soit on se dit on essaie de faire comme avant, mais faire comme avant n'existera plus. Attendre sans cesse que des grandes ZAC, que des grandes zones d'aménagement ouvrent et qu'on trouve des opportunités foncières du jour au lendemain avec de grands espaces qui vont se vider, on va toujours tourner autour du pont, on va toujours attendre et on les trouvera pas. Autrement dit, le sentiment qui est le nôtre et sur lequel votre cycle de conférence, vos réflexions, tout le travail de recherche que vous faites ici va nous aider, il consiste à se dire que la production de logements de demain, la manière de destiner nos vies de demain,
Ce modèle de production-là, ce modèle complexe, il doit répondre finalement aux complexités d'aujourd'hui et peut-être même aux problèmes de l'aménagement d'hier. Il faut vraiment qu'on bascule dans quelque chose qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, à la fois en tenant compte des problématiques d'hier. Si aujourd'hui on parle du ZAN, si on inscrit le ZAN aujourd'hui dans les textes, c'est parce qu'on a sans doute été trop expansif les années précédentes et les décennies précédentes. Et si aujourd'hui on a des besoins, c'est au regard des critères qui sont ceux actuels. Donc le modèle de demain, il doit tenir compte des complexités d'aujourd'hui et des problématiques de l'aménagement d'hier. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait? Les décennies précédentes, qu'est-ce qu'on a fait? On a artificialisé les surfaces sans forcément les rendre mixtes dans leur usage, sans forcément avoir de rendement. Moi, je vous cite un exemple, mais vous connaissez ce territoire, peut-être pas tous ceux qui sont en visio et qui nous écoutent, mais ici, on a dans ce territoire, dans notre métropole, en plein cœur de la métropole, là où passent toutes les zones de transport, là où on peut desservir tout ce territoire, on a un plan de campagne. On a, les décennies précédentes, artificialisé des tas d'hectares pour loger quoi? Des commerces, pas de problème, des grandes surfaces commerciales, sur des rez-de-chaussée à perte de vue, avec des parkings à perte de vue. Ce modèle de l'aménagement d'hier, si on veut continuer à le maintenir tel qu'il est, on ne répondra pas aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Il faut absolument qu'on en tienne compte, et il me semble que pour admettre et pour résoudre, faire naître ce modèle complexe et en même temps résoudre ces complexités, je pense qu'il faut qu'on ait deux étapes. La première, c'est celle de la prise de conscience collective. La prise de conscience collective, c'est ce que j'essaie de porter, ce que nous essayons de porter dans nos discours, d'admettre collectivement qu'on ne pourra plus faire demain comme on faisait hier. Je vous le redis, mais moi, quand je vois des acteurs de l'immobilier qui me disent alors combien de ZAC la métropole va ouvrir, et on va peut-être en ouvrir encore quelques-unes, mais si vous n'attendez que les ZAC pour produire du logement, et on ne remontera jamais, hein, on n'arrivera pas à en produire plus que ça. Donc, on a besoin d'avoir ces temps de prise de conscience collective, et c'est ce que nous avons essayé de faire, nous, de notre côté, notamment dans l'élaboration de notre programme local pour l'habitat, en démontrant qu'on ne pourra plus produire demain comme on produisait hier. Et au-delà de cette prise de conscience collective, la deuxième étape, je pense, c'est une volonté collective d'y arriver ensemble. Une fois qu'on a pris conscience des contraintes et qu'on les regarde bien en face, il faut qu'on soit d'accord pour se dire, maintenant, on se retrousse les manches et on essaie de produire du logement de manière différente de ce qu'on faisait peut-être avant. Et là, vont naître des tas de questions sur des modèles économiques, sur des questions techniques. Aujourd'hui, quand je vous parle de plan de campagne, on a des ingénieurs qui se demandent comment on peut aller poser sur ces boîtes commerciales de rez-de-chaussée, comment on peut aller poser autre chose pour utiliser ces espaces déjà artificialisés. Donc, ça va soulever des questions de modèles économiques, ça va soulever des questions de partage des espaces, ça va soulever des questions sur toutes les politiques publiques qui sont les nôtres. Et je regarde Vincent parce qu'évidemment, on essaie de connecter toute cette réflexion que je développe devant vous avec toutes nos politiques publiques. Quand vous voyez la métropole tirer des rails de tram et des nouveaux modèles, des nouveaux modes de transport sur Marseille, parce que derrière, on se dit, ça va aussi nous ouvrir dans certaines zones la possibilité d'intensifier l'usage de ces espaces en emmenant des moyens de transport lourds. On va peut-être pouvoir requalifier des quartiers et amener plus d'habitants dans ces zones-là, avec les questions que ça va se poser. Qu'est-ce qui se passe sur ces fonciers déjà existants? Est-ce qu'il faut parfois passer par des phases de destruction de biens pour reconstruire des modèles différents? Toutes ces questions-là, il va falloir qu'elles se posent. Allez dire aujourd'hui dans le débat, il faut peut-être accepter de raser certains îlots, il faut peut-être accepter de raser certains espaces qui finalement n'ont pas de valeur architecturale, pourraient permettre d'accepter et d'édifier plus de logements. Allez poser ça dans le débat aujourd'hui, c'est super compliqué. Parce qu'après, c'est une prise de conscience collective qu'on n'y arrive pas. Et nous, à Marseille, notamment dans la métropole, quand on a ces sujets, on dit surtout ne toucher à rien. Et on ne peut pas arriver à résoudre la complexité d'aujourd'hui si on considère qu'il ne faut toucher à rien. Et j'en terminerai par une chose, c'est que dans ce passage d'un modèle expansif à un modèle plus complexe, la question de l'intensification, elle est au cœur du sujet. Mais je vous pose une question et vous allez y réfléchir sans doute dans ce cycle de conférences. Moi, je me demande si la densification est dans tous les cas souhaitable. Est-ce que la densification doit être un objectif qu'on poursuit partout et tout le temps? Est-ce que ça doit être une fin en soi, la densification, l'intensification urbaine? Je vous livre un exemple pour vous montrer que je suis parfois sceptique sur ce sujet.
Aujourd'hui, je préside dans le cadre de la vice-présidence à la métropole, je préside la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, la SPLAIN, qui va porter la lutte contre l'habitat dégradé dans le centre-ville de Marseille. Elle a été créée au lendemain des effondrements de la rue d'Aubagne et on imagine donc le modèle qui permettrait de requalifier un ensemble d'immeubles dégradés qui sont aujourd'hui des immeubles en passe de s'effondrer, qui sont vacants et dans lesquels on va d'ailleurs amener beaucoup de logements. Là aujourd'hui, il n'y en a plus. Dans ces immeubles qu'on va retaper, on va rénover, dans lesquels on va ramener du logement. Je prends par exemple les immeubles qui jouxtent ceux qui se sont effondrés à rue d'Aubagne. On va, dans les semaines qui viennent, déterminer notamment les preneurs de ces immeubles avec lesquels on va porter la réhabilitation. Dans ces immeubles-là, sur la rue d'Aubagne, qui étaient dégradés, qui sont aujourd'hui en péril et qui sont fermés, on va sans doute diviser par 2 le nombre de logements qu'il y avait avant qu'ils soient mis en arrêté de péril. Et donc là, on va me dire, mais c'est contraire aux enjeux d'intensification et de densification. Certes, c'est contraire, mais l'intensification, pour moi, ne peut pas être une fin en soi. C'est un moyen, c'est un outil dans le cadre du nouveau modèle qu'on doit imaginer, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Certes, dans ces immeubles de la rue d'Aubagne, parfois sur un même palier, là où à l'époque, quand l'immeuble avait été imaginé, il y avait un joli logement traversant avec une belle qualité d'habiter. Petit à petit, les propriétaires, sans doute indélicats pour pas dire autre chose, avaient décidé de couper les espaces, de faire 2, 3 et peut-être même un 4e logement où il n'y avait même pas une fenêtre. Mais à la fin, il y a quelqu'un qui avait besoin de s'y loger et qui, dans tous les cas, venait nous payer au black un petit loyer pour occuper les 15 mètres carrés sans fenêtre, mais ça permettait de loger quelqu'un. Et donc peut-être qu'une des critiques qu'on va avoir, c'est de nous dire, vous dites qu'il faut densifier, mais d'un autre côté, dans des immeubles où il y avait 15 logements, vous allez en faire plus que 7. Parce que l'intensification et la densification ne peuvent pas être une fin en soi. Et il faudra qu'elle se couple avec quelque chose qui est important pour moi, c'est la qualité de l'habitat dans la qualité d'habiter. Je préfère avoir dans ces immeubles de la rue d'Aubagne un peu moins de logements, mais qui soient des logements dans lesquels les habitants vivront dignement, plutôt que des logements qu'on va retaper et qui redeviendront demain des immeubles dégradés dans lesquels les marchands de sommeil viendront faire le job qu'on n'a plus envie qu'ils fassent à Marseille. En tout cas, moi, je partage tout ça, même si je n'ai pas que des certitudes, mais la seule que je peux vous partager, c'est ce besoin de passer vers un nouveau modèle. D'autres domaines économiques ont vécu, dans des domaines agricoles ou autres, on a un jour, petit à petit, changé de modèle. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur l'immobilier et la production de logements. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes sans doute convaincu qu'il y a besoin de réfléchir sur tous ces sujets. Et moi, je voudrais en finir en vous disant qu'on a vraiment besoin de vous, de tout ce travail que vous faites, de ces réflexions que vous avez. Parce que finalement, l'immobilier, la production de logements, c'est toute une chaîne. Ce n'est pas qu'un maire qui signe les permis, ce n'est pas qu'un propriétaire qui va vendre, ce n'est pas qu'un promoteur immobilier, ce n'est pas qu'un bailleur social qui va loger, c'est toute une chaîne. Soit la chaîne elle bascule ensemble dans un nouveau modèle, soit finalement on n'y parviendra pas. Et donc le rôle qui est le vôtre dans ces temps de réflexion, dans ces temps de débat, dans ces temps d'échange, il est forcément utile parce que vous représentez tous l'un des maillons de la chaîne et qui permettra demain de faire entrer toute la chaîne dans un nouveau modèle et de trouver des solutions à nos complexités d'aujourd'hui. J'en arrête là. Bon cycle de conférences à vous. Merci pour votre accueil et je reviendrai peut-être volontiers à l'occasion pour d'autres échanges. Je suis preneur peut-être des conclusions de ce joli cycle de conférences que vous allez vivre dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Bon, malheureusement, vous devez nous quitter pour rejoindre, non pas la concurrence, mais l'événement, le reste de la chaîne. On vous dit peut-être au transport. Du coup, voilà, avec grand plaisir. Merci pour cette présentation qui soulève effectivement plein d'enjeux. Je profite notamment pour les personnes qui sont en distanciel pour vous dire que vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat. Donc, n'hésitez pas à le faire s'il y a des questions et on sera évidemment un plaisir d'y répondre. Alors, on va enchaîner puisque l'objectif de ce cycle de conférence, c'est aussi de faire des présentations, certes, des présentations qui sont assez courtes et surtout de soulever des grands enjeux par rapport à l'intensification urbaine. Donc, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne sur la présentation suivante qui va donc être menée à 2 voix entre Marion Girard et moi-même. On basculera sur la présentation de M. Fouchier et ensuite, on gardera toute la fin de la session pour poser des questions et pour soulever des grands débats par rapport à tout ce qu'on aura pu vous présenter jusqu'à présent et que vous connaissez peut-être déjà.
Alors, Marion et moi, on est toutes les deux enseignantes-chercheuses à l'ESPI, et donc quand on nous a posé la question de savoir est-ce que l'intensification urbaine est un concept de plus ou une réelle approche d'avenir, on a saisi ça comme un sujet d'étude à part entière. Marion aura l'occasion de vous expliquer d'où elle vient. Pour ma part, moi qui suis géographe, ce n'est pas forcément des notions que j'ai déjà appréhendées dans le cadre de mes recherches passées. Je n'ai pas fait ma thèse sur la densité urbaine, je n'ai pas fait ma thèse sur l'intensification urbaine. Néanmoins, c'est un concept qui, force est de le constater, présente de nombreux intérêts aujourd'hui et soulève un certain nombre de questions et de réflexions, notamment dans mon contexte professionnel, puisque je travaille avec des apprenants, des étudiants, des étudiantes en immobilier, qui évidemment sont concernés au premier chef par les questionnements que soulevait David Dittier dans sa présentation précédente. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec Marion, et qui est donc économiste, et moi-même qui suis géographe, c'est d'essayer de débriefer déjà, de présenter le cadrage définitionnel de l'intensité urbaine, et surtout d'essayer d'établir une distinction justement entre la densification urbaine d'un côté et l'intensification urbaine de l'autre, puisque David Dittier l'a soulevé déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, nous, on a une approche scientifique, académique. On est toutes les deux enseignantes-chercheuses, donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de voir comment ce concept d'intensification peut être documenté dans la sphère scientifique. Et le premier constat que j'ai pu faire, moi, en tout cas, dans mon champ disciplinaire, la géographie, c'est que l'intensification urbaine, elle est assez peu documentée. Pour vous donner un exemple, on ne sait pas si on peut le qualifier de rigolo ou pas. La première occurrence qui vient quand on parle d'intensité, je l'ai trouvée quand on parle d'intensité d'un séisme. Vous voyez qu'on est quand même loin de notre objet d'étude. Là, on est plutôt sur une approche géographique physique. Je ne vous cache pas que c'est un dictionnaire qui est un petit peu daté, mais 2009, c'est pas si vieux que ça quand même. Et à l'époque, on ne parle pas du tout d'intensification urbaine comme on va pouvoir l'appréhender à travers notre présentation. Donc, dans la sphère académique, le constat, c'est que sur l'intensification urbaine, si on regarde un petit peu les travaux du passé, on va avoir plutôt des travaux qui vont graviter autour de notions connexes à l'intensification, mais vous le voyez à travers les différents exemples de titres de publications là, que je peux vous faire défiler dans ma présentation. On va quand même parler d'espaces intenses, d'intensification urbaine et surtout, on va parler de densification. Et là, ça me permet de faire un tout petit peu d'autopromotion sur l'une de nos publications antérieures, qui date de 2020, où on se questionnait déjà à l'ESPI sur l'impact de la densification, puisque vous vous en doutez, du point de vue de l'immobilier, la densification, c'est un réel enjeu et c'est un vrai questionnement. Alors, si dans la sphère académique, on n'a pas de réels travaux, et encore une fois, je mets des guillemets sur cette affirmation, sur l'intensification à proprement parler, on a quand même une réflexion qui existe, d'accord? Donc là, je vous ai mis un petit nuage de mots sur tous les termes qui pourraient graviter autour de ce concept et ce processus même d'intensification urbaine. Et quand on cherche bien, on a quand même des définitions qui apparaissent. Je vous en présenterai plusieurs à la suite de cette présentation, mais la première qui m'a un petit peu interpellée, c'est celle-ci, donc une définition qui date de 2011, où on nous dit que l'intensification urbaine, vous le voyez, c'est à la fois de la densification et de la restructuration de l'urbanisation afin d'accueillir le développement futur tout en améliorant la qualité urbaine. Et je trouve que le « et » a toute son importance ici, parce que c'est ce qu'on va voir, en fait, la distinction entre densification et intensification, elle se fait sur ce « et », elle se joue sur le fait qu'on est à une échelle beaucoup plus large, on appréhende des choses à une échelle beaucoup plus large, et en aménagement du territoire, en urbanisme, on parle d'une approche holistique qui va intégrer plusieurs éléments dans sa réflexion, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'était le pendant scientifique, mais que se passe-t-il quand on se penche sur les travaux de la sphère institutionnelle? Alors là, c'est quand même autre chose, puisque les grandes institutions françaises, notamment, se sont penchées sur la question depuis plusieurs années. Ici, donc la première publication que je partage avec vous, il y aura les références de toutes les publications citées en fin de présentation. Elle date de 2009, donc 2009, ça fait un petit moment maintenant, où une publication à laquelle vous avez participé et contribué, pilotée, voilà, Vincent, produite par l'IAU d'Île-de-France,
On retrouve ça dans d'autres territoires. Ici, un rapport qui émane d'une agence d'urbanisme à Bordeaux. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est un sujet qui est fréquemment investi par la sphère institutionnelle. Ici, une capture d'écran de la phase d'accueil de la métropole, l'Eurométropole de Metz, où on a tout un onglet qui est dédié à l'intensification urbaine. Un peu plus près de chez nous, parce qu'on est un petit peu chauvin aussi, un rapport de l'ODAT, donc l'agence d'urbanisme du Var. Et on se rend compte que, effectivement, à travers ces publications qui sont plus ou moins récentes, mais qui sont en continu en réalité, puisqu'on le voit, la dernière là, que je vous cite, elle date de 2023 et vous y avez également participé, Monsieur Fouchier. On était donc sur une publication à Nancy sur l'intensification des villes et des villages. Ça reste un questionnement qui est intensément investi par les institutions. Et à tel point qu'on a l'impression aujourd'hui que l'intensification devient une problématique ou un concept central, au même titre que pouvait l'être il y a quelques années le développement durable, ou moi je me permets de l'évoquer puisque j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là, la ville créative. Il y a quelques années, en 2013, quand j'ai commencé mes travaux de thèse, on ne parlait que de la ville créative ou de la ville culturelle et il fallait devenir créatif ou culturel. Aujourd'hui, ces questionnements ne sont pas absents des réflexions, mais on voit que la focale se fait davantage sur le processus d'intensification urbaine. Quelques définitions ici émanant donc de la sphère institutionnelle. Ce que j'aime bien faire quand je fais ça et quand je présente ça, notamment à mes apprenants et mes apprenantes, en tout cas ceux à qui je donne cours, c'est faire un peu des comparaisons définitionnelles pour voir quels sont les éléments convergents et les éléments divergents. Et ici, j'ai souligné les éléments qui me paraissent revenir dans n'importe quelle approche et n'importe quelle définition. Donc, l'intensification, elle se focalise sur tous les éléments qui composent un lieu. C'est le renforcement de l'offre urbaine dans sa globalité. Et on s'intéresse aux différentes fonctions et usages urbains. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner, le fait qu'effectivement, on dépasse le cadre du seul habitat bâti. D'accord ? On n'est pas sur du renforcement de l'espace bâti, mais on est vraiment sur quelque chose qui va tendre à prioriser une mixité d'usages. Et là, je vous ai mis pour illustrer ça un petit schéma qui émane donc de l'agence d'urbanisme à Bordeaux, qui nous explique donc que la ville intense, finalement, c'est la convergence de plusieurs facteurs, la qualité, la mixité, la densité, qui fait donc partie de la ville intense, l'accessibilité et aussi la proximité. Ça, c'était pour l'approche en géographie, l'approche territoriale. Je vais laisser Marion prendre la suite sur l'approche économique et ensuite, on a prévu de vous présenter rapidement un cas d'étude sur la ville de Marseille pour qu'on se rende davantage compte de cette intensification urbaine à l'échelle territoriale. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, en effet, moi, je vais vous parler plutôt de la place de la densité et aussi de l'intensité dans les théories d'économie urbaine. Moi, je vais travailler justement sur la place de la densité dans les choix résidentiels, puisqu'en fait, l'économie urbaine s'intéresse justement au choix des individus. Quand ils cherchent leur logement, qu'est-ce qui va les attirer, qu'est-ce qui va les répulser. Et donc, quand on parle de densité en économie urbaine, ce qui est assez simple, c'est que la densité a finalement peu de place en tant que caractéristique du territoire, puisqu'en fait, la densité est souvent en fait, le résultat du choix des individus. C'est-à-dire, pour vous expliquer, c'est que dans les modèles économiques, qui sont assez qui simplifient la réalité, en fait, on a des individus qui vont se localiser autour d'un centre d'emploi. Le reste de l'espace est complètement homogène. Et en fait, les individus, leur seul arbitrage, c'est où est-ce que je me localise pour la distance à cet emploi. Et en fait, l'arbitrage l'aide au fait qu'on ait une compensation entre des coûts de transport qui vont être très faibles au centre, vers le centre, et en compensation, du coup, un coût de logement qui sera élevé. Et à l'inverse, quand on s'éloigne du centre, on va avoir un coût de transport élevé, mais pour compenser cela, on aura un coût de logement faible. Et en fait, ce simple, finalement, arbitrage, ce mécanisme de compensation, nous renseigne déjà, en fait, sur la densité. C'est-à-dire que si le coût du logement est élevé à proximité du centre, forcément, ça veut dire qu'on peut moins consommer et que la taille du logement sera plus petite. À l'inverse, quand on va s'éloigner du centre, si le logement est moins cher, alors on pourra consommer des plus grandes surfaces. Et en fait, on voit très rapidement que la densité, ce n'est que le résultat
de ce mécanisme-là. Donc en fait, la densité, on ne l'étudie pas forcément comme une caractéristique spatiale en tant que telle. C'est simplement, du coup, le résultat de notre modèle. Et quand on parle d'intensification, ben c'est pareil. Alors ce terme n'apparaît pas. En fait, ce terme, on va plutôt le trouver à travers une autre notion, qui est la notion d'aménité, et d'aménité urbaine. Les aménités, qu'est-ce que c'est? Les aménités, ce sont en fait des attributs spatiaux qui sont là, qui sont présents sur un territoire, et particulièrement ici une ville, et que les individus vont valoriser, et souvent ils vont chercher en fait à se localiser à proximité. Et typiquement, les aménités, ça va être les aménités patrimoniales. Le fait que, par exemple, dans les centres anciens, on a un patrimoine architectural remarquable. Ça va être aussi les aménités modernes. Les aménités modernes, c'est tout ce qui est en fait lié à la vie d'un quartier et en fait tout ce qui va être lié, par exemple, au niveau de vie des individus, typiquement les restaurants, les lieux de sortie, mais aussi tous les lieux culturels. Et ça, c'est pareil, on le retrouve dans nos centres urbains anciens. Et enfin, quand on parle d'aménité, on parle également d'aménité verte. Alors les aménités vertes, on le comprend facilement, c'est tout ce qui est végétalisation. La végétalisation, typiquement, ça va être un parc urbain. On sait très bien que c'est finalement un attribut qui est attractif dans une ville, mais les aménités vertes, on les trouve aussi évidemment à la frontière de la ville. Et en fait, pourquoi j'ai choisi de parler des aménités? Parce qu'en fait, quand on a parlé d'intensification urbaine, on a parlé un petit peu de cette mixité au final des fonctions. Parce que quand on parle de densité, on parle souvent de l'habitat. La densité, c'est une densité de population, donc forcément, ça nous renvoie facilement à une densité de logement. Et donc assez peu de mixité fonctionnelle. Et quand on parle d'aménité, eh ben, on va vers ces usages un petit peu plus mixtes. On a également de l'activité, alors de l'activité économique, mais pas que. On a aussi le fait de pouvoir se divertir, de pouvoir consommer, de pouvoir s'éduquer dans nos centres-villes. Donc en fait, ce qu'on voit dans l'économie, c'est que ces deux notions, elles sont finalement assez peu étudiées. Et puis au milieu de ça, j'avais noté là, sur la diapo, vous pouvez voir, c'est les modèles polycentriques, où on aurait plusieurs centres dans un espace urbain. Et donc là, finalement, la mixité revient parce qu'on a non plus un seul centre d'emploi, mais on va en avoir plusieurs. Mais ça ne nous renseigne pas du tout sur les autres fonctions, si elles sont présentes ou non. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que en économie, ces deux éléments sont finalement assez peu traités, en tout cas en économie urbaine. Pourtant, quand on se penche non plus sur la théorie, mais plutôt sur l'empirie, et donc quand on utilise, par exemple, quand on essaie d'étudier un petit peu ce qui impacte les prix des logements, via des modèles économétriques, on va utiliser des statistiques, par exemple, on voit que finalement, justement, cette notion d'intensification, cette notion aussi de mixité d'usage, en fait, on la retrouve très rapidement dans nos résultats empiriques. Ici, en fait, je vous présente, alors on ne va pas aller dans le détail des chiffres, mais simplement pour vous montrer que quand on étudie la valeur d'un logement en économie, on va essayer de découper en fait, le prix d'un logement. Et en fait, ce qu'on perçoit, c'est que autant la densité n'est pas forcément une caractéristique valorisée, bien au contraire, c'est plutôt quelque chose qui va déprécier le prix d'un bien, autant l'intensification, et du coup la mixité, est un élément valorisé. Ça, on le constate assez bien, en fait, dans les différents modèles empiriques. Donc, par exemple, je vous donne quelques exemples, on constate que la valorisation, par exemple, de l'accessibilité au centre, en fait, peut être interprétée comme en fait la valorisation, justement, de l'intensification et du coup de la mixité des usages. Quand on est prêt à dépenser plus pour se localiser à proximité du centre, c'est certainement une intuition qu'on est prêt à payer plus pour être entouré de plein de fonctions différentes et pas qu'une seule fonction, typiquement la fonction résidentielle. Là, on a une étude de Baudry en 2009 qui est parue, qui nous montre que la proximité au centre, elle est valorisée par les individus, puis après le logement, parce qu'en fait, cette proximité au centre, il me montre, c'est la proximité, par exemple, à des espaces culturels, comme un musée. C'est la proximité aussi au transport en commun. C'est la proximité aussi au jardin public, mais aussi aux services publics. En fait, on approxime cette accessibilité au centre, on peut aussi aller vers le fait que c'est une valorisation en fait, de l'intensification de l'intensité urbaine.
À Paris, on montre aussi que les individus vont valoriser davantage les immeubles anciens. Ça montre bien qu'il y a une valorisation pour le patrimoine, pour l'architecture de bâtiments anciens. Et enfin, plus récemment, une étude publiée en 2024, là, qui s'intéressait en fait à l'existence de tiers-lieux sur un territoire. Et en fait, cette étude montre que les espaces urbains où il y a des tiers-lieux sont des espaces où le prix de l'immobilier a augmenté plus vite que les autres espaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus vont valoriser ces espaces mixtes, et puis peut-être aussi l'accessibilité à l'endroit. Et de l'autre côté, ce qui est aussi intéressant, c'est que la densité est souvent dévalorisée. C'est-à-dire que les individus expriment souvent une préférence pour des espaces ouverts, des espaces verts. Et encore plus, on le voit dans certaines études, c'est que selon la taille des logements, plus le logement est grand, en tout cas, plus l'immeuble contient de logements, et plus le prix sera impacté négativement. Et moi, par exemple, dans mes travaux de thèse, j'ai aussi démontré que la vue qu'on a de notre fenêtre, notamment le bâtiment qui a devant nous, plus il est grand, et plus il dévalorise la valeur de notre bien. Donc en fait, il y a comme une dualité, une opposition, c'est que on n'aime pas trop la densité bâtie, mais par contre, on aime les espaces denses pour les aménités et les attributs en fait qu'ils proposent. Et en fait, ça revient à ce que M. Fitier aussi disait, c'est que la densité, il faut qu'elle soit désirable, et en fait, qu'elle apporte à l'individu. Merci. Super. Là, je vous propose deux cartographies donc, qui représentent le territoire de Marseille et qui viennent simplement déjà juste confirmer ce que le modèle en économie urbaine nous dit. En fait, vous devez voir sur la carte de gauche, en bleu, c'est simplement la répartition, la part du bâti dans les séries, dans les quartiers marseillais. Vous vous rappelez, je vous ai dit, plus on se rapproche du centre, plus les densités sont fortes et plus évidemment la part du bâti va être forte. Ça, c'est ce qu'on voit très bien ce gradient. Plus on va vers le centre ancien, plus la part du bâti est importante. On va jusqu'à 60% de bâtis à usage résidentiel qui occupent le territoire, et plus on s'éloigne, la densité décroît. Et regardez sur la droite, c'est la densité, cette fois de population, la densité brute, la densité simple de population. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on constate un petit peu le même schéma. On voit bien que le centre ancien est finalement le plus intensément peuplé, il n'y a pas trop de surprise. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres quartiers qui apparaissent en rouge et qui n'apparaissaient pas en bleu. Ça, c'est vraiment, ça nous parle des formes de la densité. Parce que vous voyez que dans les petits iris, ici clairs, ça veut dire que finalement, il y a très très peu de zones bâties à usage résidentiel, mais par contre, il y a une très forte densité de population. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit sûrement que c'est peut-être du bâti en hauteur. Pour qu'il y ait autant de population sur un site d'espace bâti, c'est certainement qu'on a fait de la densité en hauteur. Et là, ça nous ramène vraiment à cette idée de la densité qui est acceptable, qui est vivable pour les individus. Et ensuite, Mathilde, si tu peux, ouais, super, mettre les deux autres cartes. Alors ça, ce sont les cartes, c'est simplement des cartes en fait réalisées par le site Meilleurs Agents qui donnent les prix des biens selon les quartiers. Et regardez, c'est intéressant. Alors là, j'ai repris évidemment la ville de Marseille, et j'ai repris la ville de bien Lille pour vous montrer qu'en fait, on a des structures spatiales différentes et des valorisations en fait de quartiers qui sont différentes. En général, normalement, si on suit un peu notre modèle économique, c'est le centre ancien qui va être le plus valorisé. À Lille, c'est exactement ce qu'on voit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lille, là, c'est le vieux Lille. D'accord? On voit très bien que c'est là, finalement, on a les valeurs immobilières les plus élevées. Parce qu'en fait, c'est le centre historique. C'est là qu'on a la belle architecture, c'est là aussi qu'on a beaucoup de commerce, qu'on a beaucoup de lieux culturels, qu'on a des bars, des restos, et toute la vie, en fait, urbaine. Et après, évidemment, on a, j'ai dû agrandir un petit peu, on a un train qui décroît. Par contre, regardez à Marseille, ce qui est surprenant, c'est que, en tout cas, ça ne suit pas ce modèle-là, où finalement le centre n'est pas l'espace le plus valorisé. Et regardez ce qui est valorisé, donc ce sont les quartiers ici, qui finalement vont certainement bénéficier, alors certainement plus grand logement, mais aussi d'aménités vertes, peut-être des espaces plus ouverts,
La proximité évidemment à la mer. Les habilités. Pardon, oui, les habilités bleues. Les habilités bleues, en effet. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, en termes d'intensité, alors moi, je suis moins experte de ces quartiers. Je ne sais pas justement s'il y a de l'intensité beaucoup dans ces quartiers ou si c'est plutôt résidentiel. C'est vraiment purement résidentiel. Donc, en fait, il y a une vraie question de l'intensité. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Et en fait, comment on peut aussi faire en sorte, parce que je pense que là, ici, l'intensité urbaine est très forte. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même valorisation que dans d'autres villes. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse à cette question, mais en tout cas, ça nous montre qu'on a des configurations spatiales qui sont différentes. On a des contextes locaux qui sont différents et on pourrait s'attendre à ce que la valorisation soit même partout, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ça nous pose une vraie question de l'intensification, pourquoi elle est valorisée différemment dans d'autres villes, et qu'est-ce qui peut à la fois permettre de valoriser cette intensité, mais aussi, pourquoi pas aussi de valoriser la densité, parce qu'on sait aussi que souvent, ce sont des endroits denses. Voilà les questions, on tire des modèles en tout cas économiques. Merci. Merci Marion. Donc pour compléter rapidement, parce que je veux absolument laisser évidemment du temps à Vincent pour faire sa présentation, à partir de cette carte des prix donc, qui montre une spécificité marseillaise, vous l'aurez bien compris, on a essayé de s'intéresser dans cette étude de cas à la densité par la destination du bâti. Et en fait, ce qu'on regarde, ce qu'on observe plutôt quand on regarde la carte dans son ensemble, c'est qu'on a effectivement en termes de densité un type d'espace, en tout cas un périmètre qui ressort particulièrement, c'est évidemment ce qu'on a appelé l'hypercentre marseillais. Donc pour les personnes qui connaissent, c'est tout ce qui va se trouver autour du Vieux-Port. Et donc, on a voulu faire un focus sur ce quartier. Donc là, vous voyez une carte qui a été réalisée à partir d'un logiciel SIG en coloriant les bâtiments en fonction de leur usage. Et là, on est donc à une échelle 1/20 millième autour du Vieux-Port de Marseille. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a, alors certes, beaucoup de bâtiments en gris, qui est donc l'usage résidentiel. On voit la forme, on arrive déjà à distinguer la forme de ce bâti, qui est vraiment pour le coup très dense. Celles et ceux qui ont l'habitude d'observer aussi des cartes de l'IGN, ça va être tous ces périmètres qui sont noirs, très foncés et qui ressortent de manière assez vive sur les cartes. Mais on observe aussi, et ça sera encore plus criant, je pense, quand je vous montrerai une autre carte, d'autres couleurs, notamment du bleu, de l'orange. Et donc pour le bleu, vous le voyez avec la légende ici, ça correspond au commerce et aux services. Donc, dans l'hypercentre de Marseille, les premiers constats qu'on peut faire, c'est qu'il y a une densité du bâti résidentiel, donc une densité résidentielle, mais on trouve aussi une certaine mixité fonctionnelle avec des usages, des bâtiments qui sont dédiés à un certain nombre d'usages, notamment des commerces et des services. Si on essaye de calculer rapidement un ratio du nombre d'équipements, tout type confondu, sans faire de distinction d'équipements pour 100 habitants, en reprenant évidemment, en faisant un bon vieux produit en croix, on reprend le nombre d'équipements sur les iris considérés et le nombre d'habitants sur les iris considérés ici. Donc, juste pour votre information, ici, on est sur une trentaine d'iris qui sont pris pour faire ce calcul. C'est beaucoup, mais ce sont de tout petits iris en termes de superficie. Marseille a aussi cette spécificité-là. D'avoir des iris qui sont vraiment de toute petite taille. Et donc, vous le voyez, on est à 7,35 équipements pour 100 habitants sur l'hypercentre marseillais. Pour information, encore une fois, à l'échelle de toute la ville, le nombre d'équipements pour 100 habitants, il est de 4,04 si on prend tous les iris de la ville de Marseille. Donc, vous voyez que dans l'hypercentre, on est clairement au-dessus. Et ça se matérialise aussi de cette manière-là d'un point de vue physique, d'un point de vue de la morphologie urbaine. Quand on bascule sur une image satellite, on se rend bien compte que la densité, elle a l'air d'être là quand même dans l'hypercentre marseillais. Il n'y a plus beaucoup de place, en tout cas on n'a plus vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de place. Et finalement, on l'évoquera ensemble, je pense, tout à l'heure, mais on pourrait se dire la densité et l'intensité urbaine sont bel et bien présentes dans l'hypercentre marseillais. Ce n'est pas le cas partout à Marseille, puisque vous le voyez quand on rebascule sur la carte générale, on a quand même toute une zone ici qui est beaucoup moins dense, qui paraît beaucoup moins dense, en tout cas à l'échelle de Marseille dans sa totalité. Si on fait un petit zoom ici, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez que la carte à la même échelle, on est toujours au 1/20 millième.
elle n'a plus du tout la même tête. On n'est plus du tout sur la même configuration territoriale. Ici, on est typiquement sur de l'habitat résidentiel de type maison individuelle avec jardin et ou de l'habitat pavillonnaire. Donc là, on a une consommation d'espace qui est beaucoup plus importante. On voit qu'il y a quelques bâtiments qui sont coloriés en bleu, mais quand même beaucoup moins que dans l'hypercentre marseillais. Ces bâtiments-là, quand on regarde à quoi ils correspondent, c'est surtout du service. Donc, ça va être, notamment pour ceux qui apparaissent sur la partie nord de la carte, ça va être un lycée professionnel et un collège. Et sur la partie ouest, on est sur un centre hospitalier. Donc, c'est très bien d'avoir du service en ville. Hein. Vous voyez que c'est des bâtiments qui nécessitent aussi pas mal d'espace. Mais on n'a pas la même mixité fonctionnelle que dans l'hypercentre. On est sur un focus résidentiel et quand on rebascule sur notre ratio en termes d'équipement, ici on est à 4,73 équipements pour 100 habitants. Donc clairement, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, il y a moins d'équipements sur ces périmètres-là et sur la périphérie. Ici, on est dans le 12e arrondissement. Le 12e arrondissement, c'est celui qui apparaissait aussi en rouge sur la carte des prix que Marion a pu vous donner. Donc ça pose aussi une question de la désirabilité du modèle qu'on souhaite, parce que les prix élevés soulignent le fait qu'on désire davantage ce modèle-là. Ici, on est sur un type de morphologie urbaine qui se caractérise comme ça hein, quand on bascule, quand on bascule sur l'image satellite. Donc là, vous voyez clairement qu'on est sur la maison individuelle avec jardin et piscine. Et donc, le modèle qui paraît être le plus désiré à Marseille, en tout cas, c'est celui-ci. Et là, ça pose une vraie problématique en termes d'intensité et de densité urbaine. Je termine en vous disant donc que l'objectif de cette présentation, c'était de distinguer dans un premier temps densification urbaine et intensification urbaine. Ce qu'on a mis au jour à travers cette présentation, c'est que la densité, c'est plutôt une action sur le bâti. D'accord? Donc la fonction résidentielle, tandis que l'intensification urbaine va se focaliser sur une approche dans les fonctions, une approche holistique qui va considérer la mixité sociale, Marion vous en a parlé, mais aussi évidemment les fonctions et les usages qu'on peut faire en ville. À partir de là, quel constat tirer finalement? Parce qu'on a certains leviers d'action qui sont connus, hein, la surélévation, l'usage de la transformation et la réhabilitation de friches, l'optimisation d'encreux, c'est des choses qui reviennent souvent dans le secteur immobilier. Ce qu'on peut suggérer, nous, à partir de cette présentation, c'est que l'hypercentre est dense, certes, mais on peut encore le densifier davantage. Il ne faut pas s'arrêter de densifier ou d'intensifier l'hypercentre. Je pense notamment aux mobilités. Quiconque a voulu se déplacer à Marseille sans avoir de voiture ou sans être véhiculé ne me contredira pas, je pense. Surtout passer 21h, 21h30, ça peut être compliqué. Il y a des réseaux de mobilité à développer. D'autres actions à mener, bien sûr, mais c'est un vrai sujet dans une ville comme Marseille. Dans les quartiers péricentraux, posez-nous la question du modèle, effectivement, de la morphologie urbaine. Est-ce que c'est encore pérenne, le modèle de la maison individuelle? Évidemment, à toutes les échelles, hein, économiquement, socialement, écologiquement. Et quels sont finalement les indicateurs qui pourraient nous servir à approfondir ces questions? Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais céder la parole à M. Couquier. Bien, bonjour à tout le monde. Alors, je vais essayer de répondre à la question qui a été posée à la conférence. J'aime bien un cadre, je respecte le cadre. C'est à trouver pour la reformuler avant de démarrer, intensification, un concept de plus ou une approche d'avenir. Quand on s'est associé pour faire le cycle des 4 rencontres qui commencent aujourd'hui, on s'est dit manquer d'un lieu pour réfléchir de manière un peu technique, un peu poussé expert, un peu scientifique, avec du contenu, avec des indicateurs, des chiffres. Donc, là, c'est ce que vous allez avoir dans les minutes qui suivent. Je vais aller reprendre une partie des concepts qui ont été présentés. Peut-être on va identifier des complémentarités, parfois des dissonances. On peut avoir des points de vue différents et c'est ça qui est intéressant aussi dans le débat, c'est de discuter d'éclairages qui sont en cours de construction, parce qu'il faut bien se dire qu'il n'y a pas une seule définition, il n'y a pas une seule approche. En fait, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, et je vais essayer d'en éclairer quelques-unes. Peut-être simplement, avant de rentrer dans le contenu, replacer l'exercice dans lequel nous sommes sur le travail qu'a expliqué en exposé introductif le vice-président David. On a lancé depuis quelques mois un dispositif, moi j'appelle ça la communauté apprenante. Nous en sommes ici parmi les joueurs, les players. L'idée, c'est que nous sommes sur un territoire, comme d'autres territoires, qui a besoin de changer de modèle, le président l'a dit, et c'est pas facile, parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver.
Et là, il faut qu'on invente, et ce n'est pas une institution, que ce soit métropole, ou un acteur privé, ou un lieu de formation tout seul dans son coin qui va y arriver, c'est une communauté apprenante, et donc on a lancé un ensemble de dispositifs, donc ce cycle de conférences, on fait travailler aussi, je salue dans la salle, des représentants parmi les 10 chercheurs en paysage, urbanisme, architecture, qui travaillent avec nous dans un programme de recherche-action, recherche-débat, c'est le POTSU, la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Voilà. On a lancé aussi des travaux de R&D avec Ville Vivante d'un côté et l'OFCE, laboratoire d'économie sur le coup, qui vont alimenter en contenu les problématiques que l'on évoque aujourd'hui. On a beaucoup mobilisé les deux agences d'urbanisme, l'AGERF et l'ILOPA, qui, sur différents aspects, sont en train d'amener de la matière, à la fois compréhension des enjeux, lecture des dynamiques et prospective, et évidemment politique publique vers lesquelles il faut qu'on s'oriente. Donc tout ça, en fait, c'est bien pour qu'on cherche ensemble un nouveau modèle, et pour la métropole en tant qu'institution, qu'on trouve les leviers que nous, en tant qu'institution, pourrons actionner. On a beaucoup de compétences, on a globalement pas mal de moyens, il faut qu'on puisse ne pas se tromper, et donc là on a une phase de bouillonnement, de réflexion collective qui vont nous aider à mieux cibler. Donc, mon propos, ça va être concept et mesure, récurrence et nouveauté. Maintenant, je rentre dans le sujet. D'abord, pourquoi on en parle? Je vais passer très vite parce que ça a été dit, mais j'ai besoin de dire ça pour pouvoir ensuite arriver sur les définitions, les concepts, les mesures, et en se demandant qu'est-ce qui est un peu ancien, qu'on avait déjà là dans notre environnement comme modalité de réflexion, et ce qui est un peu nouveau, qui donne des accents singulier à la question qu'aujourd'hui nous traitons. Alors, pourquoi on en parle? Alors, je vais globalement souvent aller très vite, hein, on m'excuserait, mais l'important c'est le message. Après, vous aurez des slides, vous pouvez en faire votre miel. Premier élément, et finalement c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'on doit réduire l'empreinte territoriale de notre urbanisation. Donc si on veut limiter la consommation d'espace, tôt ou tard, et vite et fortement ou pas, il faut qu'on réduise les extensions urbaines et qu'on accueille le développement dans les espaces déjà urbanisés. C'est tout bête à dire, mais c'est pas mal de le rappeler. Et plus on sera dense, et bon, on ira chercher sur les nouveaux espaces à urbaniser. Cette équation, elle est arithmétique. Donc, pas très discutable finalement. Tout ça irait bien si on n'avait pas grand-chose à construire. Ce que disait David Didier, c'est qu'on a 11 000 logements à construire. Ah, pas de chance. Et même si on n'a pas une croissance démographique importante, il faut construire des logements parce que les besoins sont là. Et on parle de logement, mais on va aussi parler beaucoup d'autres choses. Des lieux d'emploi, des lieux de commerce, de loisirs, tout ça, ça fait partie des enjeux d'intensification urbaine. C'est bien un ensemble multi-dimensions qu'il faut intensifier. Alors là, on est sur, je jonglerai souvent entre des choses nationales, parfois franciliennes et locales sur Aix-Marseille-Provence. Là, c'est une petite représentation graphique qui montre qu'on a déjà commencé à découpler les extensions urbaines et l'accueil de logements au niveau national. Ce découplage n'est pas récent, il y a déjà quelques années, mais ce que le ZAN, le zéro artificialisation nette posé par la loi, nous oblige à accélérer, c'est qu'il va falloir vraiment encore plus découpler et tendre vers zéro très rapidement, et en 2050, on être à zéro et zéro artificialisation. Autre enjeu qui fait qu'on parle d'intensification urbaine, c'est la mobilité. Et ce n'est pas du tout un sujet connexe, c'est le même sujet que l'intensification urbaine. Quand on regarde sur le territoire de la métropole, quand vous vivez dans Aix ou dans Marseille, vous faites de l'ordre de 5,7 km par jour et par personne. Et quand vous vivez dans les petits villages, dans les petites villes de la métropole, vous faites presque le double de kilomètres par jour et par individu. Donc le mode de vie, quand on est dans les secteurs denses ou dans les secteurs pas denses, est très différent. Il faut intégrer ça, parce qu'on ne va pas non plus projeter l'intensification urbaine de manière aveugle des disparités territoriales. Il ne s'agit pas de faire la même densité partout et de vouloir à tout craindre. Effectivement, ce n'est pas une fin en soi, l'intensification. Et le recours au transport en commun est aussi très différent, important dans les secteurs très denses et très faible dans les secteurs pas denses. Là aussi, c'est simple à dire, mais quand on a les chiffres et les ordres de grandeur, on dit qu'on n'est pas dans l'épaisseur du trait là. Autre raison pour laquelle on parle d'intensification, et plus ça va aller, plus je vais arriver aux définitions, mais vous aurez compris pourquoi, c'est que l'intensification, c'est le meilleur usage. Et donc le meilleur usage, ça nous permet de ne pas recourir à des matériaux qui
sont aussi une des préoccupations importantes de notre nouveau modèle à construire. Mieux utiliser, c'est recycler, c'est réparer, c'est être sobre dans toutes les matières. Et ça a un impact. Là, vous avez les chiffres sur ce que la réhabilitation permet. C'est 35% d'économie sur les matériaux aux 50 ans. C'est 17 fois moins de ressources. C'est en CO2 beaucoup moins et en gaz à effet de serre et en déchets. Voilà. Donc, on a un enjeu de mieux utiliser les bâtiments déjà là et que ça participe à l'objectif. L'autre enjeu, pourquoi on en parle, parce qu'on ne pourrait pas s'en parler si tout allait bien et si c'était facile. Pas de chance, c'est pas facile. Et dans les esprits, et j'ai très envie, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, mais de désacraliser la maison individuelle. Et là, la cote, vous faites des sondages, vous avez l'impression que tout le monde a envie d'être. Et moi, je suis aussi le premier. Je veux un château partout, je rêve de ça. Donc, si je dois répondre à un sondage, j'ai envie de ça. Sauf que ce n'est pas dans une maison loin de tout que j'habite. Mon choix n'est pas celui-là, même si dans mon désir théorique, je vais cocher la case maison individuelle. Et bien ça, il faut un peu déconstruire la notion. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette impression d'un désir de faible densité est un marqueur sur lequel nous devons travailler pour le déconstruire, parce que ce n'est pas une réalité. Et quand on se projette sur les 20, 30, 40 prochaines années, il faut regarder avec d'autres lunettes, parce que ce nouveau modèle, il ne répond pas aux besoins d'autrefois. Il répond à des besoins qui sont d'aujourd'hui et de demain. Vieillissement, décohabitation, on fait moins d'enfants. Donc tout ça, ça change la nature de la demande de logement. On a fait l'étalement urbain pour répondre à des familles avec enfants qui étaient en grande croissance, avec une croissance démographique. Tout ça, c'est fini, c'est derrière nous. Donc ne projetons pas pour demain la réponse à des besoins qui ne sont plus d'aujourd'hui. Définir et mesurer. Alors, voilà, on va maintenant mieux comprendre de quoi je vais parler parce que j'ai fait cette introduction du pourquoi. La densité, on peut peut-être avoir quelques écarts de définition, mais ce n'est pas très grave parce qu'on a des points de vue et des approches qui sont complémentaires. La densité, pour moi, c'est tout simple, quantité sur surface, il y a plein de manières de la mesurer, et j'aurais tendance à dire, et dans tout ce que je pourrais vous décliner, je ne dirais pas qu'il y a une définition. Il y a une manière de définir la quantité. En fait, il y a plein de manières, et elles sont toutes légitimes. Le seul problème, c'est que quand on parle à plusieurs, si chacun a sa définition, on est vite dans la cacophonie et on va s'invectiver. En fait, posons gentiment le cadre, de quoi on parle, c'est quoi la quantité, c'est quoi la surface, et déjà on est un peu plus à l'aise pour discuter, mais il faut faire cet effort. La population, l'emploi, les mètres carrés, ça c'est les quantités. La surface, ça va être une surface brute, une surface nette, une échelle, et ça change tout dans les mesures, dans l'indicateur que l'on va utiliser. La densification, j'augmente ma densité. Et j'en ai deux modalités. Soit j'augmente la quantité, soit je diminue la surface avec la même quantité. Ou alors j'augmente la quantité et je diminue aussi la surface. Donc j'ai déjà au moins 4 manières de faire de la densification. Il n'y a pas qu'un seul modèle. Et l'intensification, je mets encore un peu une autre notion. L'intensification, c'est je peux intensifier ma ville en faisant deux choses possibles. Je densifie en construisant plus, je densifie en utilisant mieux le bâti existant. Et je peux aussi cumuler les deux. Donc, si on est déjà un peu d'accord avec ça, derrière, on va dérouler des modes d'action qui vont nous décrisper, parce que, du coup, la densification, ce n'est pas que de mettre des tours de grande hauteur devant ma maison. C'est bien plus divers que ça. Alors, c'est quoi les fortes densités? Bon, ça, tout le monde, je pense, ici, va nous dire c'est des fortes densités. Densité bâtie. Certainement densité de population. Ça, forte densité de population, vous voyez, peut-être pas si mal vécu, en tout cas par ceux qui y sont. Donc, tout ça pour dire, il y a des densités de bâti, des densités de population, il y a des perceptions de la densité. Il y a des moments dans lesquels on perçoit la densité, il y a des contextes dans lesquels on perçoit la densité. Donc, est-ce qu'il y a, de manière générique, une perception globale de la densité forte ou faible? Je ne sais pas bien. Après, la densité, si je mesure en population sur l'hectare, ce n'est pas la même chose qu'une densité de bâti sur l'hectare. Si je regarde à l'échelle française, des hétérogénéités très fortes de densité, et Paris, c'est le summum de la densité, y compris presque au niveau mondial, plus dense, c'est quand même une ville particulièrement dense, Paris. Vous aurez noté que ce n'est pas une ville de grande tour, pas Dubaï, mais on a quand même des densités extrêmement fortes. Ailleurs, les faibles de densité sont plutôt le cas assez général, sauf dans quelques métropoles. Quand on zoome sur la métropole Aix-Marseille-Provence, même chose, on n'a pas une densité homogène de partout. Donc on va dire, c'est quoi la densité de la métropole?
On va prendre un chiffre. Ce chiffre, il va masquer une grande hétérogénéité de situations. Donc attention, acceptons les moyennes, mais ces moyennes, elles sont toujours des aplatissements de réalités qui sont très hétérogènes. Là, on est sur les densités de population. Là, c'est un petit, je vais pas le donner, c'est juste pour dire que plus vous changez d'échelle, plus votre densité va évoluer. Si vous prenez une petite échelle, un petit quartier, vous aurez une densité. Si vous commencez à élargir un peu, vous aurez une densité plus faible, souvent. Si vous élargissez encore, elle sera encore plus faible. C'est un indicateur arithmétique que votre surface, elle inclut plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'indicateur de quantité que vous mesurez. C'est mécanique, mais ayez ça en tête. Il ne faut pas comparer les densités avec des échelles différentes, parce que ça n'a pas de sens. C'est pleinement arithmétique et mathématique, mais je trouve que c'est bien quand on démarre un cycle de plusieurs rencontres, de partager dans la communauté apprenante. Il se trouve que j'ai un peu étudié le sujet, donc je partage ça, mais ça facilitera énormément la suite de la discussion, y compris les prochaines rencontres. Là, deux plans. À gauche, la cité des Jardins de Stahl, c'est des petits bâtiments dans la verdure. Et à droite, Paris-Haussmann, qui est bien dense. Évidemment, il y en a un qui est très dense et l'autre qui n'est pas dense. En fait, la cité Jardin de Stahl est pratiquement plus dense en nombre d'habitants par hectare que le quartier haussmannien. Pourquoi? Parce que la quantité qu'on observe n'est pas unique. Dans le quartier Haussmann, c'est des emplois. Donc, si vous mesurez que la densité de population, vous ratez tout ce qui fait l'intensité d'usage du quartier. Donc, attention, la densité de population, c'est certes un indicateur de densité intéressant, mais ce n'est pas tout. Et parfois, la densité de population, c'est très important aussi. Parfois, c'est intéressant. J'ai introduit ce concept, ce indicateur de mesure. J'ai écrit des articles là-dessus si ça vous intéresse. La densité humaine nette. La population plus les emplois rapportés sur les hectares urbains. Là, on rentre un peu dans la technique. Ça paraît un peu chiant comme indicateur. Lisez le schéma directeur de la région Île-de-France. On a construit la planification de la région Île-de-France, qui est encore en vigueur aujourd'hui et qui est en vigueur depuis 10 ans, sur cette unité de mesure, densité, population, plus emploi sur les hectares urbains. Et avec ça, je vous assure que vous commencez à parler de planification parce que vous cumulez déjà les deux dimensions, habitat et emploi, et vous parlez de l'intensité d'usage du sol urbain. Et cet enjeu du sol, là aussi, c'est un petit concept tout simple, le coefficient d'emprise au sol. Ça parle de quelle est l'occupation par le bâti de l'espace dans lequel je suis. Est-ce qu'il est 100% occupé par le bâti ou pas? Et ça, dans le rapport à l'espace, c'est fondamental parce que vous allez voir ensuite que le projet de l'évolution des densités, ça nous aide à réfléchir. Le coefficient d'occupation du sol, qui était très connu à une époque où il existait comme règle d'urbanisme, maintenant on n'a plus trop le droit de l'utiliser parce que c'est plus le code de l'urbanisme est construit autrement, mais c'est quand même bien pratique pour décrire un espace que de mesurer le nombre de mètres carrés construits sur un hectare ou dans un quartier. Et le cumul, le coefficient d'emprise au sol et cost, coefficient d'occupation du sol, pour définir les densités, c'est extrêmement efficace. C'est efficace, mais ça ne dit pas la forme. Là, vous avez trois petits schémas, ils ont eu un succès mondial. C'était dans ma thèse, 1997. Trois formes urbaines, mais une même densité. Donc, attention, quand on parle de densité, de quantité sur une surface, ça n'induit pas la forme. Il peut y avoir, vous voyez, la maison individuelle comme une tour ou des immeubles de taille intermédiaire. Ça, c'est essentiel de déconstruire la relation de forme-densité parce que bien souvent, on va projeter, c'est pour ça que de la maison individuelle est dans la tête de tout le monde. C'est vachement bien la maison individuelle. C'est parfois pas une question de densité. On peut avoir des maisons individuelles de même manière que les immeubles de grande hauteur. Et quand vous avez cette forme de gradient, plus c'est à droite, plus c'est dense, densité bâtie, plus c'est à gauche, moins c'est dense. Le pavillonnaire, c'est quand même pas dense, en général. Le quartier haussmannien, c'est très dense, mais les grands ensembles, quand vous écoutez des sondages auprès des habitants, beaucoup pensent que les grands ensembles sont très denses. Pas du tout. Ils sont dans des zones intermédiaires parce que ce sont des immeubles, mais entourés de glacis, de nappes de parking ou de pelouses rases et parfois de petits bosquets d'arbres. Mais ce n'est pas globalement très dense, ramené à la surface dont on parle. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Et quand on mesure les densités, densité nette, densité brute, c'est pas mal aussi de l'avoir à l'esprit parce que
mesurer différemment les chiffres, et si vous utilisez l'une ou l'autre des définitions, vous n'avez pas les mêmes résultats. Dans la densité brute, vous prenez tout le quartier et vous mettez la densité dessus. La densité nette, vous ne la rapportez que aux espaces d'habitat, il faut retirer les voiries, les équipements qui n'ont rien à voir, et ça vous donne une vraie intensité des espaces d'habitat. Mais ça ne dit pas tout. Et les deux sont tout à fait intéressantes, il faut pouvoir les manier. Ces deux graphiques sont des graphiques en Ile-de-France qui comparent, selon la distance au centre de Paris, les prix au mètre carré. Tout à l'heure, Marion parlait de ça, et c'est extrêmement puissant. L'économétrie nous dit que ce n'est pas un désir de densité uniquement. Il se trouve que la densité permet d'avoir des aménités, permet d'avoir des transports en commun. Il n'y aurait pas les densités, il n'y aurait pas les transports en commun. Et donc, c'est cette maïeutique, densité, transport en commun, services, et finalement, tout ce qu'offre la ville intense, eh bien, c'est ça qui fait qu'il y a une compétition d'usage pour acquérir les mètres carrés et que ça coûte cher d'aller dans les densités. Pour moi, c'est tout de même un indicateur de désir de densité et pas un indicateur de rejet de densité. Après, l'économétrie nous permet de cibler un peu mieux les raisonnements qui sont derrière, mais globalement, je pense que mon raisonnement est assez puissant. Voilà, ça c'est un petit graphique tout simple de la densité humaine nette rapportée aux hectares urbains. Elle est parfaitement en lien avec les prix au mètre carré. Population plus d'emplois, ramener aux hectares urbains, vous suivez le même gradient que les prix au mètre carré, ce n'est pas totalement un hasard. Ensuite, dans les questions je suis en train de me dire que j'ai raté un. Non, c'est pas grave. Sur le mot intensification, dans le mot intensification, dans le rapport au meilleur usage du bâti, on va essayer de définir aussi comment on peut mesurer et agir sur cette intensité d'usage du bâti. D'abord, la vacance. La vacance en logement, qui, sur notre territoire, mais aussi sur l'Île-de-France, est assez considérable. Alors, selon ce qu'on mesure, on a s'amuser à se calculer différents trucs. Là, j'ai pris le nombre de logements vacants de plus de 2 ans. C'est une vacance longue. Eh bien, c'est l'équivalent de 2 années de construction neuve dans nos objectifs de la programmation du logement. 2 années. On n'est pas dans l'épaisseur du trait. Sur Paris, c'est 5,7. Bon, plus conséquent. Quand on pousse le vice à réfléchir comme ça par ordre de grandeur, ça ne veut pas tout dire, mais ça aide quand même à réfléchir. On a sur le territoire de la métropole des maisons, des pavillons qui sont vacants, parce que pas occupés pour plein de raisons, des maisons vacantes de plus de 2 ans. Eh bien, ces maisons vacantes, en volume, elles pourraient quasiment accueillir tout ce que l'on programme d'ici dans les 20 prochaines années en nombre nouveau de familles avec enfants. Donc, si on s'arrête à ça, on n'a plus besoin de construire de maisons individuelles, puisqu'on a un stock de maisons vacantes suffisant pour répondre aux besoins de nouveaux ménages avec enfants. C'est évidemment bien plus complexe dans la vraie vie que ça, mais ça donne des ordres de grandeur et des rapports de chiffres. Ensuite, le sujet, quand on parle d'intensification, il mérite d'être mesuré à partir de la sous-occupation des logements. Ou de la suroccupation, si on regarde le problème. La sous-occupation, c'est un gisement potentiel d'usage. Ce n'est pas la vacance, c'est la sous-utilisation. Et il se trouve qu'il y a un stock très important de logements qui sont sous-occupés, avec un indicateur de l'INSEE, qui a perdu un peu de son lustre. Il n'est pas tellement utilisé. Je fais le pari, ici, j'ouvre le pari. Dans quelques semaines, ce sujet-là, tout le monde va en parler, parce que c'est une des manières de travailler sur l'intensité. Il y a beaucoup de logements, notamment des maisons individuelles, qui étaient occupés par des familles avec enfants. Vieillissement de la population, les enfants grandissent, ils partent, les parents vieillissent. Parfois, ils se séparent. Parfois, il y en a un qui décède, c'est la vie. Et donc, on a un stock de maisons qui est sous-occupé. Et ça, c'est massif. Si on ouvre les yeux là-dessus, peut-être que par des politiques publiques incitatives, on peut récupérer des capacités de logement à partir de cet indicateur sous-occupation des logements. C'est une manière de regarder l'intensité d'usage du bâti existant. Je vais ouvrir sur d'autres dimensions. L'intensité temporelle. C'est comment, dans une journée ou dans une année, le bâti est plus ou moins utilisé. Et donc, si on veut éviter de recourir à de nouvelles constructions ou mieux utiliser le bâti existant, eh bien, regardons comment, dans une journée, dans une semaine ou dans une année, ce bâtiment est effectivement utilisable. Et là aussi, je fais le pari que ça, on va en parler de plus en plus. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de gens qui vous aient déjà présenté des choses comme ça.
Mais je crois qu'il va y avoir des études, des travaux qui vont devoir éclairer ça parce qu'on en a besoin. Et on part de loin. Là, tout simplement, à droite, c'est la courbe de charge électrique de bâtiment. Tout con. Mais si on utilisait ça pour mesurer l'impact de l'occupation de nos bâtiments et identifier des moments dans lesquels ces bâtiments sont réellement sous-occupés et construire des politiques publiques ou privées de meilleur usage, eh bien, je pense qu'on a des gisements très importants à utiliser. 33% du temps dans une année, un bureau est utilisé, tout le reste du temps, il n'est pas utilisé. Là, je n'ai pas trouvé la carte quand je fabriquais le plan. Donc, PowerPoint, désolé, c'est moche, mais j'ai quand même pris l'équation, mais j'aime bien la petite équation, c'est mesurer la présence humaine. Maintenant, les outils téléphoniques, en particulier, permettent, il y en a d'autres qui permettent de mesurer combien de personnes sont présentes à un instant donné. Et ça à une échelle urbaine, et de manière hyper fine. Nous devons utiliser ces outils pour penser les politiques d'intensité urbaine. Le télétravail nous oblige aussi à y réfléchir. Et d'ailleurs, on va avoir, on espère d'ici fin juin, on commence à construire ça, une conférence prospective sur l'impact territorial du télétravail. Les bureaux sont sous-occupés par l'effet du télétravail. Les logements sont parfois plus occupés, mais pas forcément télétravaillables. Ça pose des problèmes. Les mobilités en sont complètement bouleversées. Des jours dans la semaine sont maintenant déchargés de mobilité, d'autres sont surchargés. Ça nous interroge sur les politiques territoriales et sur l'intensité d'usage du bâti existant. Là, je ne vais pas du tout le décrire, mais il y a quelques chercheurs, c'est Shlomo Angel, un Américain qui a bossé dans les Nations Unies, qui a décomposé le facteur de densité en un grand nombre de paramètres, mais avec 7 dimensions sur lesquelles on devrait, sur chacune d'entre elles, pousser les curseurs si on veut participer à la densification. Il y a plein de manières, en utilisant mieux le taux d'occupation des logements, tout ce qui permet d'agir sur la quantité et sur la surface. Ça nous dit que ce n'est pas la peine de se faire peur sur produire la densification. En fait, il ne faut pas parler de densification, mais d'intensification. Et si on joue sur tous ces petits leviers, ben, petit levier sur petit levier sur petit levier sur petit levier, ça fait un grand levier. La mutabilité, je passe, mais il y a des outils, il y a des méthodes pour mieux cerner quelles sont les capacités de transformation des espaces et des bâtiments. Il y a plein de gens qui s'y pensent maintenant, des outils standardisés plus ou moins efficaces qui existent. Il y a des agents d'urbanisme, il y a des promoteurs privés, il y a le cinéma, il y a plein qui sont en train de se pencher sur ce perso-là. Donc je suis sûr que dans les semaines et les mois à venir, on va tous progresser là-dessus. La notion de ville de quart d'heure, je pense qu'il faut l'invoquer. On va produire avec les agents d'urbanisme et l'OPA en particulier, puisqu'on travaille des cartes et des analyses sur c'est quoi la ville du quart d'heure dans le territoire de la métropole, en cumulant tous les services, tous les commerces, tout ce qui fait la ville du quart d'heure, et en identifiant là où il y a adéquation ou inadéquation entre densité, desserte et aménité, sur lesquelles du coup on peut fabriquer de la politique publique. Je passe très vite parce que tout ça a aussi des implications sur le gaz à effet de serre. La densité, elle se mesure dans son impact, non seulement en consommation d'espace, mais aussi en émission de gaz à effet de serre et consommation d'énergie. Et on retrouve ces mêmes courbes. Tout le monde ne le sait pas, mais à la fin, je pense que, à mesure que la communauté apprenante va travailler, ça va devenir une évidence. Les secteurs denses sont des secteurs de moindre consommation d'énergie. C'est parfois contre-intuitif, mais c'est mesurable, c'est quantifiable et démontrable. Je passe super vite. Et pas que sur la mobilité. Là, c'est le cas sous l'Île-de-France, on sait mesurer dans un rapport de 1 à 5, quand on cumule les émissions de gaz à effet de serre ou les consommations d'énergie entre le résidentiel, la mobilité, l'activité, etc., eh bien, les secteurs les plus denses sont nettement moins impactants sur ces dimensions environnementales. Je veux introduire une autre manière de regarder la densité, l'intensité et du coup, la projection de tout ça, c'est la notion de compacité. Là, vous avez 4 petits schémas qui sont de même densité. Chaque plot qui peut être un immeuble, il y a autant de plots dans les 4 cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un cas, je vais prendre les extrêmes, vous avez la distance à parcourir entre les plots. Dans le schéma de droite en bas, c'est 50 mètres. Et dans le schéma en haut à droite, c'est 123 mètres. Donc, même densité, même nombre de composants, mais en fonction de l'organisation, vous ne faites pas les mêmes distances. Donc l'impact proximité, mobilité n'est pas
uniquement lié à la densité, il est lié aussi à l'organisation des éléments qui composent cette densité. C'est un peu souple, c'est un peu compliqué, mais on a besoin, et je profite d'avoir cette conférence qui est entre nous, entre gens qui réfléchissent et qui manipulent les données. Je pense que la compacité et le polycentrisme, ce sont des éléments importants pour traiter la question de la densité. Je passe parce que du coup, la densité et l'évolution, elle va se faire différemment selon les options de compacité, et vous avez plein de manières territoriales de construire l'évolution de l'intensité et de la densité. Autre élément qui vient percuter le sujet de la densité, c'est l'îlot de chaleur. Mais parce qu'on est, nous, au territoire méditerranéen, on est encore plus touché que d'autres. L'îlot de chaleur, il est déjà là, très fort. Mais il va encore s'aggraver, il va se prendre encore des degrés supplémentaires qui rendent presque inhabitables certains espaces de nos villes si on ne les aménage pas très rapidement. Et les quartiers les plus denses sont souvent les plus touchés par les îlots de chaleur. Donc, Artung, si on ne fait rien, ces îlots de chaleur et donc ces secteurs de très forte densité ne seront plus vivables. Donc, comment on agit dessus? Alors, les zones d'activité commerciale, les zones d'activité économique sont encore pires parce que c'est entièrement bétonné, il n'y a pas d'espace vert souvent, enfin, c'est une catastrophe d'un point de vue thermique. Donc, on a un modèle de transformation du territoire qui est hyper challenging. Et donc, c'est intéressant de regarder l'intensité végétale. L'intensité végétale, ce n'est pas uniquement combien j'ai de mètres carrés d'espace vert, c'est quelle est la puissance de la nature dans sa capacité à rafraîchir, dans sa capacité à servir aussi d'un point de vue environnement, et y compris d'ailleurs continuité écologique. Et selon les quartiers, vous avez une valeur de l'intensité végétale très différente. Il y a plusieurs manières de mesurer, des manières très scientifiques, de manière plus simple. Là, on est dans une manière un peu intermédiaire, mais si ça vous intéresse, j'en ai d'autres. Dans ma thèse à l'époque, j'avais inventé le code végétal. Capacité à mesurer en vis-à-vis du coefficient d'occupation du sol bâti, le coefficient d'occupation du sol végétal. Avec un raisonnement tout simple, c'est que le végétal, parfois, il est super efficace pour amortir la perception de la densité. À l'époque, on parlait peu de l'îlot de chaleur. Maintenant, on en parle beaucoup. Donc, je n'avais pas abordé l'îlot de chaleur à l'époque. Je l'avais abordé, cet enjeu de nature, sous l'angle qualité de vie, perception par les habitants. Là, j'en viens, et j'ai presque fini, sur quelques mesures. Et ça aussi pour annoncer le coup d'après, puisque notre prochaine rencontre va aborder sous l'angle du marché de l'immobilier. Nous aurons de la matière à vous partager parce que nous avons beaucoup de travaux en cours avec Ville Vivante, avec l'OFCE, le laboratoire d'économie et de Sciences Po. Je vous montre 2-3 tests qu'on est en train de travailler, qui sont aussi des manières d'éclairer par des définitions et des unités de mesure l'enjeu de l'intensification urbaine. D'abord, qu'est-ce qu'on a construit depuis 10 ans en territoire de la métropole? Quel type de densité, à quel endroit et par qui? Autopromotion, les gens qui construisent eux-mêmes dans leur parcelle. Combien? Pourquoi? Comment? Quel impact? Petite promotion, grande promotion, logement social. Donc, on va décrire ça d'un point de vue très détaillé pour mieux cerner les dynamiques territoriales selon de l'intensité. On va aussi, là, vous avez un graphique, plus vous êtes à droite, plus vous êtes dans les secteurs denses de la métropole. Les bâtonnets noirs, c'est le stock de logements. Et en clair, c'est ce qui a été construit sur 10 ans en nombre de logements. Et donc, si vous prenez les deux bâtons à droite, en fait, là où on est dans le secteur les plus denses de la métropole, on n'a pas beaucoup construit de logements depuis 10 ans. Et inversement à gauche, dans les secteurs pas denses de la métropole, on a construit beaucoup de logements. Donc, on est dans une forme de hiatus entre les objectifs qu'on est en train de se donner et les dynamiques mesurées et encore présentes de la construction de logements. Comment on passe du système expansif au système intensif? Ça va être ça notre question. C'est ça qui nous réunit. Et puis, le dernier élément à partager, le lien avec la mobilité, on va aussi amener de la matière. On décrit, et cette carte est encore provisoire, mais je pense qu'elle va avoir aussi du succès, c'est la qualité de desserte de chaque point de la métropole. Donc, il y a beaucoup de données. Plus vous êtes en couleur vive, plus vous accédez en peu de temps à 50 000 emplois. Donc, vous avez un choix d'accès à l'emploi formidable. Et plus vous êtes foncé, plus vous êtes loin de l'emploi. La question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on construit du logement par rapport à la qualité de desserte? On doit y introduire les projets de transport.
ce qu'on va faire aussi. Et donc, on mesure où on a consommé du logement par rapport à la qualité de la desserte. Est-ce qu'on a facilité le recours au transport en commun à la faible distance ou pas? Et donc, ça, c'est des sujets qu'on traitera aussi dans une autre séance où on parlera du lien à la mobilité et à la proximité. Et donc, beaucoup de manières de mesurer. Je ne dis pas qu'il y a un seul indicateur, je dis maintenant. Les problématiques, elles sont complexes, d'ailleurs, le vice-président l'a bien dit. Mais il faut que les réponses en mesure, en indicateur, soient à la hauteur de cette complexité. Maintenant, il y a beaucoup de réponses possibles. Je pense que les gisements sont très nombreux. Donc, on a de quoi réfléchir. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour la qualité de cette présentation d'une part et pour avoir respecté le temps malgré notre petit quart d'heure de retard au débat. Donc, merci beaucoup pour ça. On va passer au moment, à un autre moment important et intéressant de ce cycle de conférence, c'est la prise de questions dans la salle déjà et peut-être aussi dans le chat. Voilà, maintenant c'est à vous de nous poser vos questions sur ces sujets. On vous écoute avec impatience. Alors, on a un autre de micro qui va circuler. Hop, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. je parle peut-être pas assez grave. J'avais une question sur l'intensité temporelle. On a parlé d'intensité temporelle à peu près sur 24 heures. On prenait l'exemple des bureaux. Est-ce qu'on a des notions d'intensité temporelle plutôt saisonnière? Là, on parlerait plutôt du problème du Airbnb ou des choses comme ça. Oui, dans la slide qui était très moche, là où il y avait du texte et une formule mathématique, c'est ça. En fait, ça permet, c'est Jean-Paul Défi et Jacques Lévy qui travaillent là-dessus, avec les données de Orange, les données téléphoniques, et ils peuvent décrire la présence humaine à toute saison, et comparer les saisons, les heures, et même dire d'où viennent les gens. Est-ce que ce sont des résidents ou est-ce que ce sont des gens qui viennent de loin? Et donc, ils décrivent la présence touristique et l'intensité du coup de présence à tout point. Et donc, on peut le faire à l'échelle d'une métropole comme à l'échelle d'un quartier. C'est extrêmement puissant. Et donc, je pense qu'on a beaucoup de perspectives d'usage de ces données-là, traiter du sujet qui nous réunit. Surtout dans les lieux touristiques. Et ça permet parfois de savoir si on est lieu touristique. Parce qu'on peut savoir la proportion, on peut savoir si ce sont des touristes qui viennent de loin ou si c'est des touristes de proximité. C'est hyper intéressant. Merci. En matière d'intensification, il y a aussi la question de l'intensification par l'usage. La multiplicité des usages dans un lieu, y compris dans le temps, mais pas dans le temps. Aussi la multiplication des usages. Il y a un certain nombre de problèmes juridiques dans nos réglementations et dans notre législation qui sont des freins. Est-ce que vous les avez identifiés? Est-ce qu'on va travailler là-dessus? Est-ce qu'on va réfléchir là-dessus ou pas? Oui, j'ai envie de passer la parole à Mina. En fait, pour répondre à ta question, on le traite en partie avec les chercheurs du point POPSUL que j'évoquais, sur lesquels on va essayer d'éclairer par la réflexion scientifique ce qui bloque, ce qui rend difficile, ce qui nécessite d'être traité pour faciliter la densification. Ce qu'il y a encore une fois la vertu, qu'elle soit accompagnée, si elle n'est pas accompagnée, la vertu, elle ne se produit pas. Je ne l'ai pas évoqué, mais le point de départ du travail qu'on a lancé à la métropole, c'est le conseil de développement qui nous a aidé à le faire. Il s'est saisi du sujet. Il a dit deux choses. Il a dit nous, on adhère, le conseil de développement, c'est 240 personnes qui représentent les acteurs socio-économiques. Il y a 60 citoyens qui étaient tirés au sort sur 400 candidatures. Donc, c'est une variété de profils. Et donc, ils nous disent nous, on est d'accord et on adhère à l'enjeu d'arrêter assez fortement, radicalement, la consommation d'espace. Et donc, d'accord pour la densification, on y met une condition. C'est le gagnant-gagnant. Un quartier qui doit être densifié, il doit y gagner quelque chose. C'est les habitants qui sont là, on doit leur ramener un mieux, un plus,
Et ils nous disent dans leur avis, hein, les gens du Conseil de développement, sur quoi ils pensent que ce plus doit être proposé par les collectivités. Les transports, les services, la qualité architecturale, etc., etc. La question de la place de la voiture, qui est un gros sujet. Voilà, donc il y a quelques paramètres comme ça qui sont évoqués et sur lesquels nous, on a besoin maintenant de réfléchir sur les solutions. Je ne parlais pas simplement de l'intensification. Hein. Oui. Mais au-delà de l'intensification, c'est la multiplicité des usages dans un lieu, sans pour autant c'est la question de l'augmentation de l'intensité. Dans les deux cas de figure, il y a des freins aujourd'hui, et ces freins, il faut les traiter. Si on ne les identifie pas, on aura probablement de bonnes intentions et qu'on ne pourra pas mettre en pratique. Bonjour, donc Vincent souhaitait me donner la parole. Alors moi, je l'aurais peut-être de Linara, je travaille sur le projet POPSU, donc qui est coporté à l'IMDT par l'IUAR, le laboratoire LIE, le laboratoire Project en architecture et le laboratoire en paysage, je n'ai plus son nom exact en tête. Bon, voilà, on est trois disciplines différentes, on va dire, représentées. Et donc, on s'était dit de cette question des intensifications métropolitaines dans le cadre de ce travail en collaboration avec la métropole et avec Vincent. Et en effet, bon, on a la question des freins qui étaient dans nos questionnements qui ont été théorisés à l'origine du projet. Bon, si ce n'est qu'on n'a quand même pas de juriste pour le coup dans l'équipe de recherche, ce qui est dommage vu qu'il en a quand même au lieu. Mais il me semble avoir vu passer quelque chose très récemment, justement j'en ai parlé avec le juriste sur les possibilités de convertir les bureaux. Mais c'est vrai que ça ne répond pas forcément. Vous parlez vraiment de cette question. Je ne parle pas que des règles d'urbanisme, ça c'est une règle d'urbanisme. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des règles de droit privé qui font que l'usage et que la propriété n'est pas partagée. Par exemple, là, on a eu des systèmes dans le temps qui permettaient de partager le temps. Parce que la licence à pas partager, ça a existé. Et on peut pas Prends le micro parce que la question est en Ah oui, pardon. J'avais pas pensé. Je sais, au-delà des questions de droit de l'urbanisme, au-delà des questions de droit public, il y a des questions de droit privé. Il y a la question de la propriété, du partage de la propriété, de la jouissance dans le temps, etc. Tout ça, c'est des questions qui existent. Il y a des systèmes qui existent. Le législateur a déjà inventé. Le législateur, il ne fait jamais que réutiliser les bonnes recettes. Hein. Et il y a des recettes qui ont été utilisées dans le temps. Peut-être qu'on doit les dépoussiérer et les remettre en vigueur. Le système des sociétés d'attribution en jouissance à pas partagée, par exemple, c'est un mécanisme de multiplication de l'usage d'un bâtiment. Pour répondre à la question que tu posais, c'est aussi l'utilisation dans le temps, quoi. La multiplicité de l'usage par le temps. C'est peut-être du juriste. Mais non, il faut c'est ça. Loris Dornly, je suis enseignant sur le campus de Marseille, référent développement durable pour le Grand Esprit. J'ai une question précise et une qui sera un peu plus globale. La question précise, elle est la suivante. Vous avez évoqué le besoin de réduire les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Donc, ça veut dire évidemment verdir davantage. Il y a la problématique pointée par Marion qui était de dire le rapport à la densité est paradoxal parce qu'en effet, on ne veut pas vivre l'hyperdensité. Et du coup, est-il possible, réaliste, vous avez évoqué les dents creuses à un moment donné, et le fait de mobiliser les dents creuses, alors moi j'ai une formule qui dit maintenons les dents creuses et verdissons-les pour redonner le sourire aux citadins. Et du coup, est-il possible, techniquement, juridiquement, de ne pas remplir systématiquement les dents creuses, d'en faire quelque chose qui peut être des mini-parcs urbains, ou est-ce que c'est techniquement, juridiquement compliqué? Et ma question plus globale, Charles parlait des freins, justement, stratégie en la matière, et est-il possible, peut-on espérer, sur le cas spécifique de Marseille, une meilleure entente entre la métropole et la ville de Marseille? Ah, mais je suis président des partis, c'est dommage. Je sais que c'est évidemment une question que j'aurais aimé poser à M. Vitier. Mais oui, c'est ça. Mais évidemment, je sais bien, mais il est parti. Voilà, peut-être que vous répondrez plutôt sur la première. Oui, c'est ça. Quelle est la première? J'imagine pas. La deuxième minute avant, pas de commentaire. La première, c'est la creuse.
Évidemment, il ne faut pas appliquer partout la même recette. Donc, il n'y a pas de réponse homogène à avoir, ce serait la pire des choses. Et l'exemple que donnait Daniel tout à l'heure est super éclairant. Dans la Ménobac, on va perdre des habitants. C'est pas grave, c'est pas le sujet d'ailleurs. Enfin, et la question n'est pas fractale. C'est pas parce qu'on va perdre des habitants là qu'il faut qu'on va les perdre globalement. Donc, nous, on a par contre à l'échelle métropolitaine, l'équation, on la connaît. Il y a bien une quantité sur une surface. Si on réduit la surface d'urbanisation nouvelle, les 11 000 logements, il n'y a pas de débat. Il faut densifier. Donc pour trouver des réponses, je pense en avoir montré un certain nombre. Je ne suis pas rentré dans les projets opérationnels, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, on aura d'autres occasions. Mais d'un point de vue diversité des solutions, il y a plein de manières de faire sans pour autant combler toutes les dents creuses. Les dents creuses, c'est tout de même du potentiel foncier intéressant. Ça dépend où, ça dépend comment, et puis toutes les questions de contexte. Il faut faire du projet. Le projet, c'est ça qui fait la différence. Et à certains endroits, il ne faut pas densifier, il ne faut pas construire. Et parfois, ne pas construire, ça permet de donner la qualité à ce qu'il y a autour. Parfois, il faut végétaliser beaucoup et autoriser un peu de hauteur. Et le sujet de la hauteur, c'est super sensible. On a l'impression que tout le monde rejette dans la question de la hauteur. C'est difficile. On a un travail à faire là-dessus pour en comprendre aussi les ressorts, peut-être trouver des endroits où ça s'y prête, peut-être aussi des signaux architecturaux qui sont un peu différents, plus de créativité. Il y a sans doute des choses à inventer de ce point de vue-là. Quand on voit la diversité des gisements en intensification ou en densification par le bâti, on voit bien que je pense qu'on peut y arriver à faire rentrer le pied dans la chaussure sans recourir à la densification à tout crin, tout bourré, puis on pleurera parce que mon niveau de chaleur se construit partout. C'est impossible à vivre, impossible. Donc, l'enjeu de l'atténuation de niveau de chaleur, c'est une autre manière de dire attention, il ne faut pas densifier partout. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il faut végétaliser et remettre de la nature. Voilà, c'est une partie de réponse sur la première question. La première question. Sur la deuxième, d'un point de vue très technique, le sujet qu'on traite, c'est un sujet d'échelle métropolitaine, vraiment. Donc, chaque territoire doit apporter sa contribution, sa réponse. C'est une logique territoriale. Toutes les communes, finalement, sont concernées ou intéressées, chacune à son niveau. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou dans le chat? Je pense que dans le chat, il y en a dans le chat. Il y en a eu. Alors, on va passer le micro à Raphaël, peut-être. Non, sinon, je peux y aller. Alors, du coup, c'est Sophie qui nous demande ici, malgré les prix élevés pratiqués dans certaines zones denses, je vais pour la question, j'espère, je vois, qui témoignent donc de l'engouement pour celle-ci, de nombreux Français aspirent à un environnement de type pavillonnaire. Pensez-vous que l'acceptation de la densification ou de l'intensification nécessite obligatoirement un urbanisme participatif imprégnant à la fois le public et les usagers? Qui veut se lancer? La question. Merci à Sophie pour sa question. Non, personne n'a envie de. Je te laisse le micro. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'urbanisme participatif, mais en tout cas, ça me ramène quand même aussi à la question que Fabrice a posée sur les dents creuses. En fait, je pense que là, il y a une question aussi pour faire accepter la densification, en tout cas l'intensification de l'espace. Je pense que la réflexion doit de toute façon se faire à l'échelle finalement assez locale et assez petite, parce qu'en fait, c'est finalement les habitants, les usagers aussi de l'espace qui sont certainement les mieux placés pour dire est-ce qu'il y a assez d'espace vert, est-ce qu'ils sont étouffés, est-ce qu'il y a vraiment c'est quoi le niveau de chaleur. Et en fait, on a vraiment l'impression que le contexte est si différent des fois d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre c'est certain, des fois d'une rue à l'autre, que, alors évidemment faire participer les habitants, je pense que c'est évidemment une piste déjà pour réfléchir avec en fait ceux qui vivent l'espace et le quartier, mais aussi réfléchir à une échelle finalement assez fine. Et réfléchir à une échelle, et en plus, vous l'avez dit, M. Fouché, c'est que en fait, c'est après globalement, on va avoir un résultat d'intensification, de densification à l'échelle des panneaux, mais on ne peut pas le faire comme ça sans prendre en compte les spécificités de chaque quartier. Mais évidemment, je pense que c'est de toute façon bonne piste. Oui, et moi j'aurais tendance à ajouter que peu importe le sujet, il faut faire participer les gens que ça concerne directement. Pour ça, vous n'étonnera pas, Sophie, qu'elle ait posé la question, puisque
commencé à connaître un petit peu maintenant. Je suis son mémoire pour être parfaitement transparente avec vous. La participation, c'est un prérequis essentiel. C'est difficile de faire de la participation. Je regarde Charles en disant ça. Je veux dire, il faut jamais oublier que l'égoïsme, c'est la qualité de programme des citoyens. Que l'égoïsme, ça va grand. Dès que la participation. Le micro, Lestia, tu peux passer le micro à Charles, merci. Je ne peux pas être l'impression de tourner en rond, mais encore une fois, je disais, l'égoïsme, c'est une qualité première. Je veux bien de densité, je veux bien d'HLM, mais pas devant chez moi, c'est devant chez le voisin. Et donc, faire très attention à cette idée un peu bisounours qui consiste à dire la participation va résoudre tous les problèmes. La participation, il faut qu'elle soit encadrée. Elle ne peut pas être dans n'importe quel espace et dans n'importe quelle condition. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais oui, bien sûr, il faut faire participer les gens. Mais ils participent d'une certaine manière en exprimant sur le marché. Par les choix qu'ils font, ils expriment une partie de ce qu'ils souhaitent. Donc il faut essayer de trouver la juste mesure entre les deux. Il ne faut pas croire que ce qui est dit sur le marché n'est que des expressions économiques et commerciales, mais il ne faut pas croire non plus que la solution vient de la très grande place que l'on donnera à la concertation. Oui. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Alors moi, je partage cet avis à moitié, comme tu t'en doutes, mais on est là pour ça aussi. On est là pour se contredire et c'est très bien. Moi, je pense que il faut faire. Alors, tu as tout à fait raison sur le fait qu'il faut que ce soit encadré. On ne peut pas le faire n'importe comment. La participation pour la participation là, effectivement, sans doute garde d'intérêt. Maintenant, moi, je garde toujours en tête depuis des années un rapport qui s'appelle Demain la ville, qui a été rédigé par Jean-Pierre Sueur en 1998. Et dans ce rapport, Jean-Pierre Sueur disait il faut arrêter de faire de l'architecture indigente et de la faire faire à des gens qui n'habiteront jamais dans les habitats qui sont en train de construire, ou presque pas. Donc, ça, alors, mais je pense que c'est une réalité, en fait. Il y a aussi des gens qui sont en train de, alors peut-être de moins en moins, et on peut s'en féliciter, qui sont en train de penser à la fabrique urbaine, alors qu'ils en sont peut-être parfois un petit peu décodés. Et donc, le fait de ramener constamment à l'usager et aux usages, excusez-moi, dont tu parlais tout à l'heure, Charles, c'est fondamental. Et on ne peut pas faire la ville sans ça aujourd'hui. La ville de demain, elle passera forcément par une prise en compte des besoins des habitants et de ce qu'ils souhaitent. Maintenant, là où je te rejoins évidemment, et on en fait le constat tous les jours dans la société dans laquelle on vit, c'est que la participation ne doit pas se transformer en une somme d'individualité ou d'individualisme. Et qui là serait de l'égoïsme, effectivement. Ça peut pas être une dictat, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un mi-chemin, c'est entre nous deux, voilà, il faut trouver l'équilibre, comme toujours. J'en ai juste rajouté un point sur l'histoire du souhait excessif de la population sur la maison individuelle. Moi, j'y crois pas vraiment. Je crois pas que c'est tout à fait correct. Je crois que les gens souhaitent, plus que la maison individuelle, c'est que l'espace. C'est un espace qui n'est pas l'espace dans lequel on habite, et cet espace-là, il doit le partager. Ce n'est pas forcément un espace individuel. Et donc, dans les immeubles que l'on construit, si l'on mettait dans les immeubles très urbains, à la partie très dense de la ville, des parties d'immeubles qui sont des parties partagées entre les citoyens, finalement, ce n'est pas très loin de ce qu'ils souhaitent, il me semble. Tout à fait, d'autant plus que je pense que ces modèles-là tendent à se généraliser, c'est ce que tu disais. Et on n'en a pas parlé, mais on en parlera peut-être dans les prochaines conférences aussi, ça nous donne des pistes de réflexion supplémentaires. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on réfléchit à des habitats intergénérationnels, à une mixité en termes de population, que ce soit des étudiants avec des retraités, où il y a vraiment ces idées-là qui se mettent en place. On pense aussi le logement, excusez-moi, je vous court-circuite la parole, mais on pense le logement à l'intérieur, c'est ce que disait aussi Vincent, le fait de repenser l'aménagement intérieur de son logement pour justement le rendre adaptable, modulable, ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a quelques années. Donc tout ça, ça fait partie aussi des évolutions qu'on pourrait, je pense, réinvestir pour penser cette intensification urbaine autrement. Et pour la faire, même de l'espace partagé. Oui.
Non, moi, c'était juste pour revenir sur la question qui a été posée dans le chat. Donc, revenir un petit peu plus sur le sujet de l'accès. On m'entend? Oui, bien sûr. Ok. Revenir sur les questions d'acceptabilité. Là, c'est vrai que la question, elle se centrait vraiment sur la question des citoyens, des habitants, des usagers. Enfin, on s'appellera comme on voudra, mais David Itier, il a bien mis l'accent aussi tout à l'heure sur le fait que la question, c'est aussi une question de planification et de politique locale de l'habitat et d'acceptabilité même de la part des maires, voilà, à produire du logement et du logement social en particulier, voilà. Et c'est sur cette question, donc nous on a un axe, du programme de charge qui va se centrer sur la question du logement social. Et on a justement, on aimerait peut-être creuser une piste, voilà, d'une opération. Donc pour l'instant, je ne la cite pas. Creuser une piste d'une opération justement située plutôt dans des quartiers, on va dire, bourgeois et denses, assez denses, moins dense bien sûr que les quartiers hyper centraux de Marseille, voilà, où il y avait eu vraiment une forte opposition et où les démarches on ne va pas dire concertation, mais en tout cas d'information qui ont été déployées avec l'aide d'un prestataire, avec le bailleur, etc., ont permis d'apaiser vraiment les esprits. Voilà, donc voilà. Ça fait partie un peu des pistes qu'on aimerait creuser et travailler. D'un point de vue accompagnement par la métropole, des pistes sur lesquelles on réfléchit dans ce sens-là, c'est d'appliquer sur des secteurs que la planification va déterminer comme étant des cibles intéressantes pour la densification ou la densification, de se dire, OK, mettons que le stock et lui disent que cette zone-là est densifiée. C'est pas parce qu'on leur a mis dans le document d'urbanisme que ça va se faire de CERS. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée les conditions dans les secteurs les plus intéressants de l'émergence du projet. Et ce qu'on n'a pas su faire depuis des années, on sait faire des actes, on sait faire des mousses dans les quartiers difficultés, des missions, je ne sais pas, quand je les mousses, maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, des équipes pluridisciplinaires qui accompagnaient la réhabilitation des quartiers en difficulté. Mais je pense que l'équivalent des mousses devrait être fait pour les quartiers à densifier, parce qu'il faut qu'on invente des méthodes de travail avec la pluridisciplinarité la plus large possible, des écologues, des technologues, des économistes, des gens qui projettent, qui dessinent, et qu'on le fasse avec des citoyens ou des usagers du coin, et qu'on fabrique le projet avec les conditions du gagnant-gagnant, qu'on puisse déterminer, OK, c'est bien, dans la planif, on a dit qu'il fallait, que ce serait bien qu'il se fasse des choses là, c'est quelles sont les conditions qu'on doit réunir pour que ça soit fabriqué avec une volonté déterminée de le faire. Parce que si on est résolu qu'à écouter les gens qui sont là, on n'écoutera pas les gens qui ne sont pas là et qui cherchent un logement. Et ces gens-là, c'est quand même ceux à qui on vise les constructions neuves. Donc, on ne peut pas se limiter uniquement à la concertation en disant qu'est-ce que vous voulez, si vous ne voulez pas, tant pis, tant pis, on va voir ailleurs. En réalité, si on fait ça dans tous les quartiers, finalement, il ne se passe rien nulle part, on ne lance pas résolu aux générations futures. Donc, il y a une responsabilité globale. Merci. Il y a peut-être une dernière question dans la salle et dans le chat. Alors, dans le chat, il y en a une dernière dans le chat. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Du coup, on va peut-être finir avec celle du chat, de Carmen, qui va nous questionner un peu sur un phénomène magique qui dit, du coup, qui remercie Vincent Couchier pour sa présentation et tous les différents types d'intensité que vous avez présentés, etc. Et vous questionne sur le fait si vous aviez une baguette magique. Du coup, quelle hiérarchie d'action pour atteindre une ville intense recommanderiez-vous? Voilà. Je peux m'arrêter juste. J'ai pas de baguette magique. Voilà, non, je pense que c'est vraiment. Ce serait trop simple. Je vais vous citer Umberto Eco. Pour finir, du coup, ça donnera la réponse. À tout problème complexe, il y a une solution simple, mais elle est mauvaise.
Et on boucle la boucle avec l'idée d'approche holistique, effectivement, hein, sur l'intensification urbaine, c'est un sujet complexe parce qu'il nécessite une approche par les fonctions, par les usages. Et effectivement, on aimerait bien parfois avoir des baguettes magiques et régler des problèmes d'aménagement du territoire simplement, mais je pense que c'est une histoire de temps long déjà et d'acteurs aussi, hein, Floris l'a souligné subtilement, et aussi de moyens. Donc tout ça doit être réuni pour repenser la ville. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir dans la salle à l'ESPI. Merci encore au campus d'accueillir cette conférence. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en distanciel. Et on vous donne rendez-vous le 30 mai pour la deuxième conférence de ce cycle sur l'intensification urbaine qui traitera des marchés. Merci à toutes et tous. Bonne soirée.